La première fois que j'ai dit à ma mère que j'allais voir un psychiatre parce que j'avais pas le choix pour mettre un arrêt de travail et à mon père aussi, c'était: «Non mais les psychiatres, c'est des charlatans, c'est des marabouts, c'est des enfants de griots». Concernant en tout cas les anciennes générations, c'est que lorsque les premières vagues, en tout cas, d'immigrés sont arrivées en France, les premières générations, on était plus focalisé sur le confort matériel. Mmh. Et on n'est pas focalisé en fait sur, on est dans la survie, on n'est pas dans le confort Mmh. psychologique. Donc on a vraiment l'impression que c'est comme une sorte de luxe, Mmh. que c'est faire des manières quand on va aller voir le psychologue. La colonialité, je crois, est aussi un élément historique important à incorporer dans nos discussions pour savoir parfois pourquoi on n'arrive pas à parler de santé mentale. Parce que le problème, c'est que dans la communauté, on va voir le psychologue quand on est au bout du bout, du bout, du bout, du bout. Dans ma famille, personnellement, c'était quelque chose qui n'était pas évoqué. Pour ma mère, notre mission, c'était qu'on soit bien dans notre peau, mais il fallait qu'on soit les meilleurs partout parce qu'on est né femme noire, donc avec plus de difficultés. Il y a très peu de personnes qui, finalement, je crois, dans nos communautés, connaissent leurs parents. On travaillait sur les émotions, etc. Puis il avait un problème au niveau de la régulation émotionnelle. Et puis là, il s'arrête d'un coup, il me dit « Mais moi, je suis une femme ou quoi ?» Les hommes, on ne discute pas entre nous. On est là parfois dans des événements ensemble. Lorsque c'est des événements religieux, on va prier ensemble, on va faire de très très beaux discours. Mais les problèmes en fond, on n'en discute pas. On n'en discute pas comme les femmes peuvent le faire. Un Africain peut-il mourir de tristesse ? À un moment donné, on te demande à toi si ça va. Et en fait, aussi fou que ça paraisse, on ne s'attend pas à autre chose que tu dises que ça va. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et bienvenue dans cette émission que l'on peut déjà qualifier d'utilité publique alors que la santé mentale tend à se démocratiser, que l'on en parle plus qu'avant, que certains gouvernements en font une grande cause nationale, elle reste encore un sujet tabou dans de nombreuses cultures. Trop de personnes souffrent en silence par peur du jugement, par honte ou parce qu'on ne leur a jamais appris à en parler. Ce soir, on va essayer de briser ce silence et mettre en lumière ces réalités. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités au regard complémentaire. Kadiatou Tapili, avocate, qui avec nous reviendra sur son parcours personnel. Comment ça va ? Ça va très bien. Très content de te recevoir. C'est la deuxième fois Oui. qu'on se croise. Wahiba Baou, psychologue musulmane, qui nous aidera à comprendre les mécanismes psychologiques et l'importance de la parole dans le processus de soins. Comment ça va, Wahiba ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah, je t'en prie. Première fois Ouais. qu'on se croise, mais j'espère pas la dernière. Inch'Allah. Et Mohamedou, professeur des écoles, qui partagera son expérience de terrain avec les enfants et les familles, là où les premiers signaux sont souvent détectés. Mohamedou, alias Balance pour la balance, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Deuxième fois aussi qu'on se Mais croise toujours avec un honneur, ouais. une émission qui s'était très très bien passée, avec un excellent livre. Tu peux nous rappeler le titre de ton livre, Mohamed ? Mohamedou le prof. Voilà, Mohamedou le prof, allez l'acheter, vraiment le livre, il est incroyable et je vous conseille de le lire. Alors ce soir, on va commencer par définir ce qu'est vraiment la santé mentale. L'idée, c'est vraiment que chacun donne sa définition personnelle de la santé mentale, avec Wahiba qui nous donnera peut-être une définition un peu plus académique et scolaire. Ensuite, on partagera nos expériences. Je trouve que c'est toujours bien de pouvoir parler de ses expériences personnelles, de ses observations. Et enfin, on réfléchira ensemble à comment lever le tabou et libérer la parole si c'est bon pour vous. Le programme vous plaît ? Si le programme vous plaît. Oui, si on dit non, en fait, l'émission, elle prend. Il n'y a pas d'émission. Donc, est-ce que déjà, on peut commencer par définir ce qu'est la santé mentale pour vous ? Oui. Il n'y a personne qui veut se lancer. Que j'y vais. Pour moi, la santé mentale, c'est d'abord la santé. Avant d'être mental. Mental, c'est un adjectif, donc ça vient se rajouter, mais c'est tout ce qui va nous permettre de vaquer à nos occupations sans trop avoir de charge, en fait. Voilà, lorsqu'on se sent à peu près bien, on va dire ça comme ça, au niveau mental, du coup. Donc pas seulement physique, même si, encore une fois, pour moi, c'est un tout. La santé mentale, elle vient, mais elle vient pas toute seule, elle vient aussi avec tout le reste. Une définition que tu partages, Kadiatou ? C'est une définition que je partage et mon point de vue, c'est d'être satisfait de qui nous sommes au quotidien. Donc, ça a posé la question de se connaître, d'avoir conscience de qui on est et de ne pas subir la pression des autres, que ce soit familial, amical, entourage, à l'école, plus tard dans le monde professionnel. C'est d'être bien dans son corps. Donc, finalement, c'est totalement ce que vient de dire Mohamedou.
Est-ce que la psychologue, elle valide Ouais, je suis totalement d'accord avec ces 2 ces définitions? définitions et donc selon, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé mentale, ça désigne un état de bien-être, global au niveau émotionnel, social, cognitif. En psychologie islamique, je définirais après ce que c'est, on ajoute aussi l'aspect spirituel et ça définit donc un état, de bien-être global qui permet à une personne de se sentir en équilibre avec elle-même, de pouvoir faire face aussi aux difficultés de la vie, de pouvoir retravailler, de manière correcte, de pouvoir aussi s'engager dans la communauté, de pouvoir avoir des relations, équilibrées, au quotidien. Et est-ce que vous êtes en bonne santé mentale? Est-ce que vous avez l'impression de en ce moment, en tout cas, à l'instant T, à l'heure où on parle, au moment où on enregistre cette émission, d'être, la santé mentale, ça va? Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, mais on fait tout pour que ça aille, enfin, Mmh. personnellement. Mais on fait tout pour que ça aille et moi, c'est ce que je dis très, souvent, c'est que même quand ça va, il faut se faire accompagner par un thérapeute, par un professionnel de santé. Mohamedou, pareil? Je partage, ouais. Ça va, mais ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. Donc il y Mmh. a Est-ce que toi, tu ressens une recrudescence des, consultations à cette période de l'année? On dit qu'il y a des périodes de l'année où les gens consultent, plus que d'autres. Alors les périodes de l'année où beaucoup de personnes consultent, je pensais que ça allait être le contraire quand j'avais commencé, la profession, mais pendant le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de personnes qui consultent parce qu'à ce moment-là, justement, elles sentent un petit peu une diminution de la foi alors qu'on est censé avoir une augmentation de la foi à ce moment-là. Pendant les périodes de fête aussi, beaucoup de personnes, se sentent seules, un petit peu isolées ou alors on va voir un petit peu ce qui se passe, dans chez les autres, dans les autres familles. Puis nous, on se rend compte que, bah, ça va pas si bien que ça et cetera et c'est dans ces moments-là où on a beaucoup de consultations. Mais sinon globalement, heu, je dirais que c'est toute l'année, pareil, juste peut-être l'été où il y a un petit peu un ralentissement. Les OK. vacances d'été, ouais. Et c'est quoi votre rapport, vous, à la santé mentale de manière générale? Kadiatou, par exemple, je sais que je t'avais reçu dans une émission où tu me parlais beaucoup de ta santé mentale, à toi et des étapes par lesquelles, tu étais, passé. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Alors juste avant d'en parler, moi j'avais une question et là je reviendrai après sur, le côté, parcours et avocate. Est-ce que tu penses que la recrudescence de patients pendant, les fêtes, est-ce que c'est pas pour plutôt avoir un nouveau départ après les fêtes? Ou après, ces mois où normalement la foi est censée être le plus élevée? Non, justement, je pense que c'est vraiment là où les personnes se sentent vraiment seules. OK. Et elles se sentent, en décalage, en fait, avec les autres. En tout cas, elles ont l'impression d'être en décalage avec les autres, parce que c'est une perception qu'on Ouais. a, une interprétation qu'on se Mmh. fait de ce qui se passe chez les autres et non, c'est vraiment pendant les fêtes aussi, beaucoup d'idées, noires. Oui, je Est-ce comprends. que c'est pas juste, enfin, justement par rapport à cet effet d'équilibre quand tu donnais la définition de l'OMS, de charge en plus? Parce que c'est assez paradoxal, en fait. C'est des moments, que ce soit le mois de Ramadan ou que ce soit Mmh. les fêtes de fin d'année pour tout le monde, c'est des moments où qui sont censés être des moments, de jovialité, des moments où on est tous ensemble et du coup, ça demande un effort particulier Mmh. Ouais. d'aller vers les autres, de célébrer des Mmh. choses, alors que par ailleurs, peut-être le reste de l'année, ça se passe pas si bien. Avant les fêtes, avant le mois de Ramadan, ça se Mmh. passe pas si bien que ça Mmh. et là, on est censé presque surjouer quelque chose qui Mmh. demande une charge, Un effort et en fait, ouais. c'est là où les personnes, en fait, elles se rendent compte et elles se disent: «Bah, comment ça se fait que je n'ai pas l'effervescence, Mmh. de Ramadan?» Donc là, par exemple, ces 2 dernières semaines, avec les patients, on a beaucoup abordé, à leur demande, hein, cette, préparation à Ramadan, comment on Mmh. est censé se sentir. Donc beaucoup Mmh. de personnes se disent: «Mais je dois me sentir de telle ou telle manière», sauf que je leur rappelle toujours que, hem quand on n'est pas bien psychologiquement parlant, il faut aussi être bienveillant avec soi-même. Ne pas se mettre des objectifs de: «Je vais terminer par exemple la lecture du Coran, Mmh. 3 fois alors que j'ai juste du mal à aller me doucher ou j'ai juste Mmh. du mal à aller, chercher, acheter du pain dehors», par exemple. Donc vraiment d'essayer d'avoir des petits objectifs sans se Mmh. mettre trop la pression en fait et d'avoir en tête que une bonne santé spirituelle va impacter la santé mentale et la santé Mmh. mentale, la santé psychologique impacte aussi la santé spirituelle. Ouais. D'accord. Je posais la question, alors désolée, hein, du coup, j'ai Il y a beaucoup pas de souci. répondu, mais c'est plus parce que ça m'a fait penser à un parallèle. Moi, en tant qu'avocate, moi, je Ouais. suis avocate en contentieux des affaires, donc j'accompagne les entrepreneurs quand ils ont des difficultés et donc Mmh. alors on n'a pas le je dis pas que je suis thérapeute, de loin pas, mais on a cette dimension psychologique qui est très forte et en fait, on se rend compte qu'il y a alors exceptionnellement, pas cette année, mais il y a un gros mou d'un point de vue problème dans les 2 premiers mois de l'année parce qu'on est sur un nouveau départ post-fête de fin d'année, post-ramadan aussi. Moi, j'ai de moins en moins de clients Mmh. parce que en fait, je pense qu'il y a ce mois où on essaye de
de se recentrer sur soi et après, on va être peut-être en paix avec soi-même et donc on va pas chercher les embrouilles Mmh. et donc moi, j'ai moins de Mmh. clients. Donc Trop il faut intéressant. arrêter. Pas du tout. Mais C'est c'est pas vrai du qu'il y tout a ça. il y a Super il y a ce truc intéressant, de hein. page blanche, en fait, De de nouveau départ Ouais. et moi, je me rends compte que et alors ça ne tient qu'à moi, mais entre le 1er janvier et le 14 février, la Saint-Valentin, il y a pas trop de problèmes et après peut-être que les femmes cherchent des embrouilles et donc non, je rigole. Non, mais voilà et donc tout ça pour dire que c'est un peu plus mou et après, bah, il y a de nouveau les contentieux qui reprennent au fur et à mesure, mais sur ces premiers mois post-fête, il y a Mmh. souvent pas grand-chose. C'est pour ça que je posais la question et merci Ouais. d'avoir répondu. Maintenant, Non, je je t'en comprends prie. plus Mmh. et pour répondre à la question par rapport à ma perception de la santé mentale, moi, j'ai grandi à Strasbourg, fin des années 80, années 90. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis à Paris aujourd'hui et je suis issue d'une famille de 5 filles. Ma mère nous a élevées toutes seules, famille musulmane, même si, on pratique pas spécialement, mais en tout cas avec la culture musulmane et donc il fallait, je dirais pour abréger, filer droit et donc comme je dis souvent, pour ma mère, notre mission, c'était qu'on soit bien, dans notre peau, mais il fallait qu'on soit les meilleures partout parce qu'on est nées, femmes noires, donc avec plus de difficultés et en fait, bon, je vais pas revenir sur tout mon parcours parce que je suis pas toute seule, mais c'est vrai que j'ai vécu juste dans l'objectif d'être la meilleure, de réussir en m'oubliant et en fait et aujourd'hui avec, du recul, je suis contente d'avoir eu ces difficultés par rapport au burn-out dans, ma première collaboration en tant qu'avocate parce que mon corps m'a rattrapée en me disant: «En fait, j'existe encore». Je pense que de zéro, alors peut-être pas zéro, de 2 ans et demi à 29 ans, j'ai vécu pour ma mère pour faire un beau métier. Au début, je pense qu'elle voulait que je sois médecin et puis finalement non, je suis devenue avocate, mais c'est très bien aussi et quand j'ai commencé dans des gros cabinets, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, avec des symptômes assez forts, hein, des œdèmes musculaires, je n'arrivais plus à marcher, j'avais des coups de jus dans la nuque, des vomissements en allant au travail et cetera et le clou, on va dire, le summum, c'est justement, ce que tu avais partagé l'année dernière, c'est quand mon associé, m'avait dit à l'époque: «De toute manière, 95 des enfants font le même métier que leurs parents, donc tu aurais dû être ou femme de ménage ou ouvrier» et c'est là où je me suis dit: «Bah non, il faut que je m'écoute. Malgré les difficultés que j'ai, à me lever au quotidien, je vais surtout arrêter de travailler pour une personne pareille» et c'est là où, bah, j'ai eu mon premier arrêt de travail long. C'est là où j'ai fait une psychanalyse et c'est là aussi où j'ai décidé de dire non aux autres, c'est-à-dire oui à moi et aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, que j'ai fait 6 cabinets après, que je me suis installée à mon compte, eh bien, j'ai choisi ce que j'ai voulu faire et bon, ça a des avantages et des inconvénients, mais au moins je suis en ligne et en paix avec moi-même. Dans ce que tu dis, qui est un parcours très intéressant et je vous invite d'ailleurs à aller lire, les différentes interviews que tu as pu donner, que ce soit la mienne ou celle des autres où Non, mais tu la es tou tienne, française. non, mais où tu es toujours très pertinente, sur ce que tu dis et ce qui m'a marqué là dans ce que tu dis au début, c'est je suis issu d'une famille, musulmane Oui, avec, de culture musulmane, du moins. Est-ce que toi, tu arrivé à parler de santé mentale, du coup, avec tes parents? pas du tout, pas du tout. La première fois que j'ai dit à ma mère: «J'allais voir un psychiatre» parce que j'avais pas le choix pour mettre en arrêt de travail et à mon père aussi, c'était: «Non mais les psychiatres, c'est des charlatans, c'est des marabouts, Mmh. c'est des enfants de griots» et j'étais: «Waouh, tout ça!» parce qu'ils ont quand même des diplômes. Je veux dire, il y a pas une fac de griots à ce que je sache en France, donc son Parcoursup serait vraiment, plus le même. Mais oui, oui, ça a été très mal perçu. Ça a été très mal perçu et aujourd'hui, de toute manière, j'en parle encore. J'en parle, plus à ma mère qu'à mon père. Mon père n'écoutera probablement pas cette émission, donc mais oui, ça a mis du temps à entrer dans, dans son esprit, à être imprégné et mes petites sœurs, c'est pareil, voient des professionnels de santé, parce que pour elles, la santé mentale, c'est important Mmh. et ma mère est jeune, hein, elle a à peine une soixantaine d'années, mais pourtant ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à déconstruire. Comment on explique ça? On peut expliquer ça, concernant en tout cas les anciennes générations, c'est que, lorsque les 1res vagues en tout cas, d'immigrés sont arrivées en France, les 1res générations, hem, on était plus focalisés sur le confort matériel. Mmh. Et on n'est pas focalisé en fait sur on est dans la survie, on n'est pas dans le Mmh. confort, Mmh mh. psychologique. Donc on a vraiment l'impression que c'est comme une sorte de luxe, Mmh. que, c'est, faire des manières quand on va aller voir le psychologue Mmh. ou, ah bah, c'est que tu as pas de problème si tu vas voir le psychologue, tu as pas de réel problème Mmh. du coup. Alors qu'on voit vraiment que d'un point de vue islamique,
La psychologie islamique, donc tout à l'heure j'en ai parlé rapidement, juste pour donner une définition. C'est, une discipline qui tend à comprendre et à conceptualiser le fonctionnement psychologique de l'être humain à partir du Coran, de la Sunna et de l'héritage intellectuel islamique. Mmh. Et on sait que dans notre héritage, intellectuel islamique, beaucoup de savants se sont penchés sur cette notion de santé mentale depuis déjà le 9e siècle. Le premier hôpital psychiatrique, c'est un hôpital, qui a été retrouvé donc à, Bagdad et c'était dans les années 700. Mmh. Et on voit en fait que même en Occident, la santé mentale, elle a pas débuté, Mmh. si tôt. Donc dans notre héritage, c'est quelque chose donc dans notre héritage islamique, c'est quelque chose qui existe et beaucoup, beaucoup de savants se sont intéressés à ça, à savoir, Abou Zaïd el-Belkhi, qui est, surnommé, le psychologue oublié, Ar-Razi aussi qui est, le premier directeur de l'unité psychiatrique justement de cet hôpital-là à Bagdad. Il y a aussi l'imam al-Ghazali et cetera, donc qui ont beaucoup écrit sur ces thématiques-là et je pense que, il y a eu une scission entre la psychologie et l'islam ou la culture parce que, la psychologie se voulait être, plus légitime aux yeux de la communauté scientifique. Donc on a séparé la foi de la psychologie. Alors qu'en réalité, c'est 2 sciences qui sont totalement admises et qui sont totalement, importantes en fait. Mmh. C'est juste que la sacralité donc l'islam d'un côté, le Coran et la Sunna d'un côté et les sciences profanes empiriques sont admissibles, c'est juste qu'il y a une sacralité qui va être différente. Donc je pense qu'il y a cette notion de confort, matériel qui est maintenant, alhamdoulilah, est acquis, par les nouvelles générations. En tout cas, on essaye d'être, matériellement, financièrement de mieux en mieux. Donc on a maintenant d'autres problématiques, des problématiques qui existaient avant. C'est juste que les gens omettaient ces Mmh. problématiques-là. Maintenant, on dit beaucoup, des fois je tombe sur des posts comme ça sur Instagram où des personnes vont dire: «Moi je vais consulter chez un psy parce que ma famille ne l'a pas fait avant» et OK, je suis là. la Mmh. conséquence en fait, des consultations finalement, parce que mon entourage ne l'avait pas fait et je subis les conséquences. Mohamedou, pareil, est-ce que toi, c'était une question, tabou à la maison ou pas? Est-ce que c'est un tabou que tu ressens avec, on le rappelle, tes professeurs, des écoles? En plus, toi, tu as la chance d'être, enfin la chance ou pas d'ailleurs, tu nous le diras, d'être remplaçant, mais du coup de voguer sur plusieurs écoles, de voir plusieurs, C'est une chance, élèves, c'est une ouais, chance, et clairement. de voir surtout, plusieurs élèves de milieux sociaux différents, Absolument. qui soient musulmans, pas musulmans, qui soient de culture, africaine ou d'autres cultures, qui sont pas l'Afrique, mais où la santé mentale, elle est aussi, taboue. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a encore ce tabou-là ou de moins en moins? Si, j'ai l'impression qu'il y a encore ce tabou-là. Après, il y a, dans tout ce que vous avez dit là, qui est extrêmement intéressant, moi, il y a un détail sur lequel j'aurais aimé peut-être qu'on va en parler, je sais pas, tu vois? Mais On peut par en parler rapport tout de au suite, hein, au rôle je te laisse des rebondir des dessus. des griots et des marabouts, parce que dans les sociétés qui, parfois, ont rencontré, l'islam, eh bien, il y a des syncrétismes qui sont mis en place, en fait, et des personnalités ou des rôles sociaux qui existaient, avant ont été soit intégrés, soit sont restés et parfois ont eu cette portée, au niveau de la santé mentale, mais n'est pas resté ou ont été décriés, ont été mis à la marge et je trouve ça assez intéressant pour qu'on en parle. En tout cas, mon rapport personnel, dans le cadre de mon métier à la santé mentale, c'est que oui, c'est toujours un tabou. C'est pas anodin que, le gouvernement aujourd'hui en France, s'en saisisse. En 2025, c'était l'année, de la santé mentale qui est reconduite pour, 2026. Dans les écoles, il y a des petites choses qui sont faites, mais moi, lorsque je parle avec les familles, c'est pas encore ça et dans ma famille, personnellement, c'était quelque chose qui n'était pas évoqué. Dans mon parcours personnel, le moment où j'ai, mis le doigt, sans avoir le terme de santé mentale, parce qu'à l'époque c'était pas ça, c'était, au moment où j'avais, 18-19 ans, j'étais en centre de formation, basket, à Bourg-en-Bresse et en fait, dans ce cadre-là, je me suis rendu compte que parce que lorsque, tu es en centre de formation, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu sportif, eh bien tu n'es plus vraiment avec ta famille. Mmh. Moi, je suis de région parisienne, j'étais à Bourg-en-Bresse, donc dans la région de l'Ain vers Lyon et en fait, j'étais là et je ne faisais plus que du basket. Et j'avais la chance de m'entraîner avec l'effectif pro. C'est-à-dire que mes journées, elles n'étaient rythmées que par ça. Je faisais 8 heures de basket par jour. Tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu vas te doucher, tu fais ce que tu as à faire. De 10 heures à 11h30, tu t'entraînes avec ta catégorie d'âge, les espoirs. Ensuite, tu doubles avec les pros jusqu'à 13 heures. Tu vas manger, tu fais ta petite sieste, tu reprends l'après-midi et c'est exactement pareil. Donc tous les jours, tu fais 7-8 heures de basket. Et tout le monde se dirait, ah bah t'as 18-19 ans, c'est super stylé, c'est cool. Bien sûr. Mais tu te rends pas compte qu'en fait, tu ne fais que ça. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, heu, juste après le bac, en fait, j'avais vraiment cette sensation que parce que j'ai toujours été «curieux» entre guillemets du monde
autour de moi. Lire des bouquins, lire les infos, que sais-je, échanger avec les gens, en fait, et j'étais tellement, dans une fatigue psychologique et physique que je ne pouvais plus faire ça. À cette époque-là, j'étais, je me souviens, en correspondance avec une amie, du lycée, et on s'envoyait des lettres, en fait, et dans ces courriers, elle m'envoyait des coupures de journaux pour essayer de me tenir informé, en fait, parce que c'est des choses que je pouvais plus faire, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis senti, Mmh. déconnecté au monde. Ça veut dire que intégré dans mon monde du sport et du basket, mais paradoxalement enfermé, en fait, dans ce monde-là, et Mmh. ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. J'en suis ressorti et j'en suis pas malheureux. Le monde du sport, on a l'impression comme ça de loin que c'est super chouette, et lorsqu'on réussit, c'est vrai, il y a les strass, il y a les paillettes, il y a, de l'argent éventuellement, mais c'est une astreinte de vie qui peut s'apparenter parfois Mmh. à quelque chose qu'on retrouve, dans la ou les religions, et qui est, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Tout le monde n'a pas, les capacités pas physiques seulement, mais les capacités mentales. Mmh. Donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai pu éprouver un peu ce que ça pouvait être, j'allais dire pas la santé mentale, mais c'est quoi le contraire lorsqu'on est en mauvaise santé mentale? Est-ce qu'il y a un terme? Hem, En tout cas, Savoir. j'étais pas non, en bonne santé mentale. ouais, Là, je peux te pas le en dire. bonne santé Voilà, mentale, ouais. j'étais pas en ouais. Et c'est vrai que là, ton exemple, il est criant, et c'est compliqué aussi, je suppose, d'en parler avec, ses parents à ce niveau-là. Et moi, j'ai l'impression aussi que c'est un problème que beaucoup, je veux pas généraliser encore une fois parce que c'est jamais la même chose, partout pareil. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, pour la plupart, de nos parents qui font des métiers, difficiles, qui font des métiers où ils se cassent le dos. Toi, tu arrives à la maison, enfin, tu es en club, tu es en centre de formation, toi, tu es en études où tu as la chance d'être, nourri, logé, de faire de belles études, et c'est vrai que quand tu arrives et tu dis à tes parents: «Ouais, moi, aujourd'hui, ça va pas» ou «Je suis fatigué», mais tu es fatigué, c'est vrai. On est Tu es fatigué de fatigué quoi? de quoi? Depuis C'est ça, 7 heures, je suis au Tu travail. joué, c'est ça. Je me bats tu pour que joué toi, tu toute aies à la journée. manger et toi, tu m'expliques que Exactement, tu es fatigué. C'est vrai qu'il y a exactement. ça aussi qui joue dans le fait de peut-être créer le tabou aussi C'est dans ça, nos parce familles. qu'en fait, ça projette aussi chez la personne qui en souffre de: «Mais c'est vrai, moi je me plains de quoi?» Et j'entends encore des Mmh. patients, actuellement qui souffrent de dépression, d'anxiété et qui me disent: «Mais je ne comprends pas. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le statut social, je suis Mmh. mariée, j'ai des enfants, j'ai un travail, alhamdoulilah, mais pour autant je me sens pas bien». Donc parfois il y a 2 notions. Il y a la notion donc que tu parlais tout à l'heure concernant, tout ce qui est, nous, dans la culture maghrébine, parfois, on parle de sorcellerie et cetera, Mmh. de Mmh. mauvais œil. Alors, c'est quelque chose qui est reconnu en islam. Ça, c'est quelque chose qui existe. Par contre, la santé mentale, quand on parle de troubles psychologiques, c'est des troubles qui sont référencés, qui sont catégorisés. C'est pas quelque chose de l'ordre de l'invisible. C'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que les psychologues ne traitent pas de l'invisible. On ne traite pas de Ouais. sorcellerie ou de possession ou autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui peut être traité, qui peut être diagnostiqué et qui peut être travaillé en séance. Donc ça, c'est la 1re chose et ensuite, il y a parfois cette, relation aussi avec la foi, de se dire: «Comment ça se fait que j'ai tout et malgré tout, je me sens pas bien?» Donc est-ce que c'est une forme d'ingratitude? Alors qu'en réalité non. C'est que lorsqu'on est en dépression, c'est qu'il y a au niveau chimique, au niveau, neuropsychologique, au niveau, biologique, physiologique, il y a un trouble en fait. Il y a, des choses qui sont déréglées au niveau hormonal, qui sont totalement, déréglées. Au niveau neurologique, il y a des neurotransmetteurs qui fonctionnent pas comme «il faut» entre guillemets, d'où le traitement médicamenteux quand c'est nécessaire en tout cas. Mais je pense que ça projette en fait à la personne en face de: «C'est vrai, moi je me plains de quoi finalement?» Mmh. Et ça vient encore plus, hem, augmenter je dirais ce tabou-là autour de la santé mentale et la personne ne fait que souffrir encore plus, puisque si elle ne traite pas, ça va faire que s'aggraver. Et toi, quand tu as décidé d'être psychologue, est-ce que c'était un truc que tu voulais faire depuis que tu étais enfant ou pas? Est-ce que tu en as parlé avec tes parents? Est-ce que la santé mentale, elle était taboue, chez toi, dans ta famille, ou pas du tout? Alors, c'était pas quelque chose de tabou. Je pense que mes parents, ils s'inquiétaient plus sur les débouchés, parce que, bah, forcément, on n'en entend pas, énormément parler. Puis on avait l'impression que psycho, c'était un petit peu bouché de partout et c'était plus, faire médecine, c'est un petit peu on est sûr, quoi. C'est une sûreté, tu vas avoir ton diplôme, tu vas pouvoir travailler et cetera, après. Moi, me concernant, j'avais regardé un reportage je pense quand j'étais au collège et c'était un reportage sur, les enfants qui essayaient de fuir donc le Maroc par le détroit de Gibraltar et du coup qui se noyaient et cetera et en fait ils étaient récupérés par des psychologues et ils essayaient de les réinsérer dans la société en leur apprenant un travail et je sais que ça m'avait, en leur apprenant ils avaient des petites formations, comme ça, techniques, manuelles et ça m'avait beaucoup touchée et c'était resté dans un coin de ma tête.
Et finalement quand je suis arrivée donc à au lycée, j'ai commencé à aller dans les forums et cetera. Je suis partie rencontrer des psychologues, je suis partie à la fac de psycho et j'ai ça a été une évidence, en fait. J'ai directement fait cette fac de psycho. Ensuite, je suis partie au Canada pour faire aussi, développer mon cursus aussi là-bas parce qu'ils sont très, très en avance, dans la recherche en Mmh. psychologie concernant, par rapport à la comparé à la France. Et ensuite, je me suis formée donc, à la psychologie islamique puisque quand j'ai terminé mon cursus donc de licence master, donc 5 ans, je me suis rendue compte qu'il manquait quelque chose. Mmh. Et je me disais: il y a quelque chose qui manque». C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de thérapie avec un patient musulman sans Allah subhanahu wa ta'ala au centre. Et je tape, comme ça, Islamic Psychology donc en anglais parce qu'en français il y a absolument rien. Puis là je trouve c'était pendant le confinement, là je trouve plein, plein de formations donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à voyager, pour me former donc en Turquie, en Angleterre. Je fais aussi du distanciel avec le Canada, la Malaisie et donc ça fait plus de 5 ans maintenant que je me forme en psychologie islamique et d'ailleurs je suis la présidente de l'association francophone de psychologie islamique. Donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, en France et dans le monde francophone. Mais ça existe depuis plus d'une trentaine, voire cinquantaine d'années dans le monde anglophone. OK. Est-ce Mmh. que pardon. Non, je t'en prie. Est-ce que je peux ajouter une dernière chose? C'est que là, on parle de l'aspect, religieux, spirituel, la manière aussi dont on se saisit de nos propres histoires, mais je pense justement qu'il y a aussi quelque chose, de l'ordre de la pensée parfois dans l'esprit collectif, c'est que, la colonialité a aussi à voir avec la santé mentale. Lorsqu'on parle de santé mentale dans nos communautés, on va dire, «marginalisées» entre guillemets, Mmh. c'est que parfois nos parents, je dis bien parfois, nos parents, sont arrivés ici parce qu'ils ont été, on est allé les chercher. On est allé les chercher et en allant les chercher, on les a cantonnés parfois dans certaines professions qui sont extrêmement Mmh. difficiles, qui ont, structuré, quelque part leur rapport, au temps et leur rapport à, ce qui est futile, ce qui ne l'est pas. C'est ça qui va faire qu'ensuite, en définitive, quand ils vont regarder leurs enfants qui sont en centre de formation et même parfois qui sont dans des études, prestigieuses comme vous, ils vont leur dire: «Mais oui, effectivement, vous n'avez pas de vrais problèmes Oui. parce que vous n'avez pas vécu ce que nous on a vécu. Mmh. On a été, déracinés, on a quitté, les nôtres, on est arrivé ici, on a fait des enfin un travail, Mmh. qu'on n'aurait jamais fait, chez nous parce que, parfois même il y a quelque chose de l'ordre du déclassement parce Mmh. qu'en Afrique parfois on a des histoires de caste. Il y a des métiers qu'on n'est pas censé faire lorsqu'on est, religieux par exemple, on parlait des marabouts, historiens, griots, on n'est pas censé être, manuel par Mmh. exemple, voilà. Mmh. On arrive ici, on est tous, toutes et tous, toutes surtout des femmes de ménage. Et lorsque ces femmes de ménage parlent entre elles, elles se rendent bien compte qu'elles font pas partie des mêmes castes Mmh. et que c'est des métiers normalement qu'elles ne feraient pas chez elles. Mais lorsqu'elles vont rentrer dans leur domicile respectif, elles vont imposer ces mêmes réalités à leurs différents enfants en disant en gros, «Tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. Attention maintenant, moi mon rôle c'était celui-ci, je l'ai assumé vis-à-vis, de ma famille. Mmh. Maintenant ton rôle dans la lignée familiale, ça va être celui-ci et dans ton rôle, il n'y a pas l'espace pour qu'on puisse, s'arrêter sur ces questions de santé mentale donc go, fais ce que tu as à faire et ce qu'on attend, c'est juste quelque chose de positif, Mmh. à la fin. Donc la colonialité, je crois, est aussi un élément, historique important à incorporer dans nos, Ouais. discussions Mmh. pour savoir parfois pourquoi on n'arrive pas à parler de santé mentale. Mais c'est vrai que tu t'expliques qu'on n'arrive pas à en parler, ici en France, Ouais. quand on est d'origine quand on vient, d'Afrique, mais en Afrique aussi c'est un problème qui existe. J'ai pris un petit chiffre comme ça de l'OMS, il y a environ 11 personnes sur 100 000 qui se donnent la mort dans le continent africain, et le continent africain, pardon, abrite 6 des 10 pays ayant le taux de suicide les plus élevés au monde et ce taux, il est supérieur à la moyenne mondiale, à 9 cas de suicide pour 100 000 habitants. C'est enfin, moi, quand je regardais les chiffres, en préparant cette émission, en fait, je trouve ça juste dingue Mmh. que le continent où il y a le plus de suicides, ce soit en Afrique. Comment on explique ça? Est-ce que toi, tu l'expliques encore une fois par cette, colonisation? Heu, Bah, la colonialité, elle n'est pas que sur le territoire, franco-français, j'ai Mmh. envie de dire, ou mmh, en Europe, en fait. Elle a des effets, quand on parle de France-Afrique, par exemple, c'est encore là, en fait. Donc, est-ce que ça n'est que ça? Je ne suis pas un spécialiste de la question et les causes, du fait de se donner la mort par suicide, elles peuvent être, multiples. Mais en tout cas, généralement, lorsqu'on en arrive à ça, j'imagine que c'est parce qu'on n'est pas en bonne santé mmh, mentale. Mmh. Donc, forcément, il y a tout un tas de facteurs, j'allais dire structurels, parce que lorsqu'on regarde aussi de plus près, j'ai pas les chiffres, mais en Europe, par exemple, et en France, on se rend bien compte que, c'est chez les hommes qu'il y a le taux de suicide le plus important. Alors que dans l'imaginaire collectif, ce sont les femmes qui sont les plus fragiles. Mmh. Non. Pourtant, lorsque les hommes, ils se donnent, la mort par suicide, ils y vont par des moyens qui sont, absolument létaux, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc,
J'ai pas le niveau Mmh. d'analyse suffisant pour le dire, mais je pense que c'est pas anodin, ouais, qu'il y a forcément un lien quelque part, de près ou Bah, de loin. là, on peut soulever un autre tabou. Est-ce que la question de la santé mentale est pas aussi tabou chez les hommes? Tu parlais que tu avais plus de facilité, toi, Kadiatou, à en parler avec, ta mère de ta santé mentale que de ton Mmh. père. Toi, pour le coup, en plus, tu as que des, Oui. sœurs. Donc il y a peut-être aussi ce truc de pour un homme aussi, au-delà, il y a Bah, le Mmh. poids absolument. culturel et le Bien poids du sûr. sexe où Absolument, je suis un absolument. homme et je peux pas Chez, dire que je vais pas Mmh bien. mh. ah bah oui, chez les hommes et ça aussi, il y a encore on va dire, ils tapent sur les colons et les grands méchants blancs. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. On fait tous partie d'une histoire, commune. Après c'est lorsqu'on a la chance de prendre du recul sur cette histoire, on peut choisir, de d'analyser, certains éléments. En l'occurrence, c'est vrai, je crois, les hommes, de chez nous, de nos communautés et là je vais parler pour l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, dont je suis, issu par mes parents, eh bien il y a, structurellement dans nos cultures quelque chose, oui, qui fait que l'homme est censé, hem, si on fait un schéma, être, au-dessus. Mmh, Mmh. Alors que, paradoxalement, c'est pas lui qui est au centre, mmh, c'est la femme qui est au centre. Lorsqu'on va, dans beaucoup de, villes, villages, au Sénégal, moi je l'ai vu ça, je l'ai vécu et si jamais vous avez été, dans vos villages respectifs, peut-être que vous l'avez vu aussi. C'est-à-dire que les femmes se lèvent plus tôt que les mmh, hommes, elles vont chercher, tout ce dont, pas seulement les hommes, mais les enfants ont Mmh. besoin. Elles vont, structurer la journée pour que personne ne manque de rien. Elles vont, parfois, moi la dernière fois j'étais en discutais avec ma maman en fait et je lui disais, elle me racontait un peu son histoire et elle me disait, «Tu te rends pas compte en fait, moi quand j'étais petite, alors oui, les hommes, ils faisaient des choses, hein. Par exemple, ils allaient dans les bois pour aller chercher du bois pour qu'on puisse faire du feu, tout ça. Mais ensuite, c'est nous qui faisions la cuisine. Parfois, on les accompagnait à acheter du bois. Mmh. Elle me Mmh. racontait la première fois qu'elle avait, croisé un boa dans la forêt. Je dis: «Pardon? Mmh. Boa dans la forêt?» Elle me dit: «Ouais». Mais elle me raconte ça genre, Normal. c'était Oui, ma elle vie vit de quoi. la stand. jungle. C'est ça, c'était ma Ouais. moi Mmh. moi je suis là pour t'en parler. Il y en a qui ne sont plus là, pour en parler en fait Mmh. et j'en discutais la dernière fois avec une autre personne d'ascendance sénégalaise, elle me racontait comment lui, il y croyait pas au départ, mais le fait de se rencontrer et d'en parler, de mettre mon histoire à côté de la sienne, il s'est dit: Ah «Bah oui, ouais. en fait, c'est vraiment quelque chose Mmh, de vrai». Sa mère, lui racontait comment elle avait rencontré un lion. Parce qu'en fait, dans nos communautés, les femmes sont tellement partout que parfois, lorsque la nourriture est faite, eh bien c'est elles ensuite qui vont apporter la nourriture de maison en Mmh. maison. Les maisons sont parfois éloignées. Elles doivent traverser des endroits qui sont un peu dangereux des fois, donc elles vont rencontrer ce genre de choses. Donc les femmes sont un peu partout, mais les hommes sont censés être au-dessus. Et leur rôle symbolique, c'est de tenir en fait. C'est de tenir à bout de bras. Ça veut dire que peu importe ce qu'il arrive, tu es là. Tu es là et pourtant, c'est pas toi qui fais tout. C'est un peu mmh, bizarre et dans la société, on a importé ça. Ça veut dire qu'être un homme, c'est, être taiseux, c'est de ne pas parler de ses problèmes lorsqu'il y a des problèmes, c'est trouver des solutions, mais dans un recoin comme ça et parfois tout seul, même pas à l'aide de ses pairs. On ne Mmh. discute pas entre nous. Les hommes, on ne discute pas entre nous. On est là parfois dans des événements, ensemble, lorsque c'est des événements religieux, on va prier ensemble, on va faire de très, très beaux discours, mais les problèmes en fond, on n'en discute pas. On n'en mmh, discute pas comme les femmes peuvent le faire. Les femmes ont des espaces dans lesquels elles discutent, du fait d'être une femme, d'être réglée, le fait, d'être une épouse, le fait, de bien tenir un foyer, le fait, aussi bête que ça paraisse, de faire la cuisine correctement dans un foyer pour telle ou telle personne. Quand on a 2, c'est comme ça, quand on a 5, c'est comme ça, quand il y a un jour de fête, c'est comme ça. On fait jamais ça nous. On fait jamais ça nous. Ce qui fait que, aussi bizarre que ça puisse paraître, on est tout le temps et je crois que c'est extrêmement dangereux, tout seuls dans nos existences. Les femmes ne sont pas tout seules dans mmh. leur existence. Elles ont quelque chose qu'on appelle la sororité et bon gré mal gré, en fait, elles avancent ensemble. Nous, on avance tout seul et quand on est tout seul, alors que l'être humain n'est pas fait pour être tout seul, socialement parlant, eh bien, c'est extrêmement dangereux, en fait. Kadiatou, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates avec les clients que tu as qui peuvent être de sexe masculin? Parce que c'est vrai que le Mmh. métier d'avocat, sur ce point-là, il est intéressant Ouais. aussi parce que tu rencontres des gens qui souvent, bah, jouent peut-être leur entreprise, leur Oui. vie, leur carrière en fonction de l'affaire que tu traites. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu côtoies Ouais. et Assez fortement et en fait, c'est exactement ce que Mohamedou vient de dire, c'est moi alors, étrangement, même si, je prône le côté féminin, d'avoir grandi qu'avec des femmes et cetera, la plupart de mes clients sont des hommes et quand ils m'appellent, c'est personne ne doit être au courant. Je vais dire quelque chose qui doit pas être répété. J'ai eu des symptômes que je n'ai jamais connus de ma vie, mais j'ose pas en parler. C'est des personnes qui ont eu des psoriasis, de l'eczéma à cause du stress. Je leur dis d'aller voir un dermatologue. Bah non, je peux pas aller voir un dermatologue, sinon ça va se savoir. Des choses comme ça et donc c'est là où les hommes vont avancer tout seuls, surtout quand ils ont des conflits d'associés, heu, leur ego va prendre le dessus, mais comme pour toute personne, mais va vouloir avancer tout seul, ne va pas vouloir, forcément en parler autour de soi, de se faire accompagner par d'autres professionnels, que ce soit de santé ou tout simplement par l'entourage. Là où les femmes,
déjà, avant même de consulter un avocat ou une avocate, eh bien, elles vont faire le tour autour d'elles pour savoir si notre femme a eu une expérience similaire et donc va en parler, va déconstruire le problème. Là où effectivement l'homme, va arriver, faussement paniqué au début, hein, il va parler comme si de rien n'était et après quand on va un peu, décortiquer le sujet et ben, c'est là où il va se dévoiler et on va être, le confident et Mmh. alors là, une fois que c'est ouvert, on a tous les métiers possibles. Je te considère comme une sœur, comme une mère et cetera. Sauf quand il faut payer naturellement là. Non mais, un peu d'humour dans tout ça, mais effectivement, on voit dans le côté masculin beaucoup plus de réserve dans un premier temps. Après ça se dévoile, mais c'est surtout avancer tout seul et il a l'impression d'avoir failli et que, c'est la fin de sa vie, là où on peut trouver une solution. Mais est-ce que toi, dans ton rôle de conseil, justement, il y a, le fait de conseiller d'aller voir un psychologue? Est-ce que Bien ça t'est sûr. arrivé de dire à des Ah mais bien clients, sûr et je commence par dire que moi je suis suivie par et un psychologue et un psychiatre. Pour le volet personnel, j'ai une psychologue, pour le volet professionnel, j'ai un psychiatre. Effectivement, c'est un budget, mais ça n'a pas de prix. Je veux dire que la différence entre être bien et payer alors effectivement, hein, ça coûte, mais Mmh. comme tout coûte dans la vie, le bilan coût-avantage, il a pas photo. Là où quand moi j'ai commencé ma carrière, je gagnais énormément, mais j'étais épuisée de l'intérieur. Je ne savais même plus qui j'étais. Que là, effectivement, je gagne moins, mais je passe plus de temps, j'organise mon emploi du temps pour aller voir, mes professionnels de santé et ben, j'avance en paix avec moi-même. Donc bien sûr, mmh je conseille encore plus que jamais de se faire entourer et justement, j'en parle à mes professionnels de santé pour qu'eux-mêmes me donnent des numéros, en tout cas d'urgence qu'il faut appeler si ça ne va pas du tout. Mariba, il y a Kadiatou qui parlait de coût, là, à l'instant. Comment on convainc les gens Oui. que aller voir un psy, ça mérite enfin, c'est un c'est une dépense qui est nécessaire? Parce que souvent dans l'esprit des gens, c'est: «Je vais Mmh. pas payer pour aller parler à quelqu'un». Enfin, Mmh. il y a Mmh. ça va pas et je suis même pas sûr d'aller beaucoup mieux, quoi. Je vais parler avec un pote Ouais et et ça ça ira ira mieux. mieux. Comment on convainc les gens que enfin, il y a des professionnels qui sont là pour ça Oui. et que, bah, il faut payer pour aller Mmh. les voir? Alors juste déjà pour rebondir concernant la notion, de le fait de consulter pour un homme et cetera. C'est vrai que j'ai majoritairement des femmes. J'ai aussi des hommes et puis là, j'ai une anecdote qui me vient en tête d'un patient qui m'avait dit, on travaillait sur les émotions et cetera, puis il avait un problème au niveau de la régulation émotionnelle et puis là, il s'arrête d'un coup, il me dit: «Mais moi, je suis une femme ou quoi?» Ouais, c'est mais Et c'est ça, vraiment et ça a c'est ça. été, il m'a dit: «Mais moi, Mais j'ai j'ai un déjà eu problème de ce femme» ouais, ouais, j'ai déjà eu ce sujet et d'anecdote, c'est ouais. fou, hein? C'est incroyable. Et je dis: «Mais en fait, les émotions, c'est quelque chose dont, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran. Dans la sourate, l'Étoile, il dit: «C'est lui qui fait pleurer et qui fait rire». Donc c'est il a pas parlé des femmes, il a parlé de tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est naturel, qui est inné en nous et encore heureux qu'on a des émotions et qu'on arrive à les identifier, à les nommer et à travailler, en fait, sur les émotions. Et c'est vrai que, de plus en plus maintenant, on va avoir, des hommes qui vont en parler à leur, épouse ou généralement, c'est des épouses qui vont prendre pour leur Mmh. mari et ils me disent: «Oui, en fait, ma femme, elle vous a connu sur Insta et du coup, elle a pris rendez-vous pour moi» et cetera et du coup, ça libère la parole. Mais en tout cas, chez les hommes, c'est un petit peu plus, il y a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui consultent, mais par contre, ils vont pas forcément en parler à leur entourage. Alors les amis, ça, c'est sûr, jamais. Mmh. Mmh. Peut-être, peut-être les parents s'ils sont proches d'eux et où vraiment ils sont arrivés à des cas très, très graves ou très sévères, alors là, oui. Mais s'ils estiment que c'est léger, alors que c'est jamais léger, alors là, ils en parleront pas. Et autre chose, un élément très important, c'est que, en fait, pourquoi les gens ont du mal aussi à consulter, c'est que la santé physique, elle est presque palpable. Quelqu'un qui a un cancer, il va pas se poser la question de: «Ah bah, je vais aller lire le Coran pour me sentir mieux». Parce que souvent, on a tendance à dire ça aux personnes qui sont pas bien, bah, va prier ou alors va, en tout cas dans la communauté musulmane, je parle, va prier ou alors, va, lire le Coran et puis ça ira mieux. Quelqu'un qui a le cancer, par exemple, ça nous viendrait pas à l'idée de lui dire ça. On va le donner en deuxième intention, alors que c'est censé quand même être la première intention, toujours de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, tout de suite, on va essayer de lui dire: «C'est peut-être un problème de foi», et cetera. La santé mentale, c'est pas parce qu'elle ne se voit pas, c'est pas parce que ça ne se matérialise pas que ça n'existe pas. Donc déjà, commencer par la psychoéducation. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Qu'est-ce que c'est que la dépression? Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Qu'est-ce que c'est que l'addiction? J'ai une spécialité dans les addictions et dans les TOC, donc troubles obsessionnels compulsifs, dit aussi troubles obsessionnels, ce qu'on appelle le waswas al-qahari qui correspondent en fait aux TOC religieux. Donc par exemple, les personnes qui, vont faire la prière mais, vont douter sur le nombre de prosternation et cetera, sur les ablutions et ça, c'est, là, par exemple, j'ai une demande explosive de ces tocs-là avant Ramadan.
parce qu'il y a même aussi des obsessions concernant le dogme. Est-ce que je crois toujours en Allah ou pas? Mais du coup, si j'ai fait ça, est-ce que j'ai apostasié? Donc en fait, et ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle. Et ça, c'est pas une question c'est pas une question de ressenti, c'est que c'est vraiment au niveau de la santé mentale, il y a un problème au niveau de certains neurotransmetteurs. Donc voilà déjà pour cette question de santé mentale vs santé physique. Juste pour moi, qui voulait rebondir Ouais, parce que je trouve ça super intéressant, peut-être que tu allais en parler. C'est que pour beaucoup, moi je l'ai appris il y a pas très longtemps, c'est la dépression, par exemple, c'est pas du tout le fait d'être triste. Ah oui. Tu parlais de neurotransmetteurs et Ah tout. oui, oui. Et en fait, moi j'ai appris ça il y a pas très longtemps. C'est-à-dire c'est une histoire de connecteurs dans le cerveau qui ne se font plus. La sérotonine. C'est ça, lorsque Ouais. les gens sont en dépression, c'est pas qu'ils sont Ouais. tristes. Et là, je le dis parce que peut-être qu'il y en a qui vont nous C'est écouter vrai. et qui pensent exactement la même chose en fait. Mmh. Peut-être qu'il y a des hommes aussi qui nous écoutent et qui, Oui. parce qu'on va trouver quelqu'un qui est un peu faible, qui est triste, ah t'es en Ouais, c'est dépression, c'est impossible. pas ça. Et c'est pour ça que c'est Ça, important. c'est de la déprime. Exactement. C'est pour ça que c'est important d'aller consulter Oui. parce que pour avoir un diagnostic Oui. et puis ensuite pour avoir un traitement qui va avec. Ouais. Pardon, j'ai Non, interrompu mais parce que merci je trouvais beaucoup ça. pour cette, Non, mais c'est important. pour C'est ce important. détail-là, parce que justement, c'est chimique en fait. Donc ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. C'est comme les handicaps invisibles, ils ne se Ouais. voient pas, Mm. mais c'est pas pour autant que la personne, elle ne souffre Ouais, pas. Donc non, absolument. au contraire, je te remercie pour cette précision en plus. Et du coup, la question que tu m'as posée, c'était Létal. Ah, elle se souvient de tout. Oui, Voilà. c'est létal. Non, L'argent. Comment on convainc les gens que C'est ça. ça mérite qu'on mette de l'argent? Alors, à chaque fois, donc je fais beaucoup de conférences dans les mosquées, beaucoup de podcasts, etc. Et la première chose, donc l'objectif, c'est pas forcément de convaincre. Déjà, c'est d'essayer d'en parler à son entourage quand ça ne va pas. Parce que le problème, c'est que dans la communauté, on va voir le psychologue quand on est au bout, du bout, Mhm. du bout, du bout, du bout. Sauf qu'on aurait pu être déjà un petit peu dans la prévention, d'être dans l'anticipation. Puis souvent, on se dit, bon, bah, le psychologue, c'est vraiment en dernier recours, on va voir comment est-ce qu'il va m'aider. Sauf que déjà, c'est jamais trop tard. Mais ça va prendre plus de temps de travailler sur certains troubles, etc. Donc moi, à chaque fois, la chose que j'aborde pendant les conférences, c'est qu'il y a un hadith de Salman, radiallahu anhu, qui a été validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Inna li rabbika alayka haqq wa li nafsika alayka haqq wa li ahlika alayka haqq. Donc, ton Seigneur a un droit sur toi, ta propre personne a un droit sur toi, ton entourage a un droit sur toi, donne à chacun son ayant droit. Donc, ta propre personne, elle peut témoigner contre toi le jour du jugement si tu n'en as pas pris soin. Et ta santé mentale, c'est un dépôt sacré, comme pour ta santé physique. Donc, si ça ne va pas, on va devoir rendre des comptes de pourquoi est-ce qu'on l'a malmené, pourquoi est-ce qu'on a tiré sur la corde au point d'avoir des idées noires, au point de se sentir au bout du rouleau en fait, et pourquoi ne pas avoir fait les causes pour ne serait-ce qu'en parler, parce qu'on ne dit pas forcément juste de consulter directement, mais essayer déjà d'en parler, parce que je sais que c'est un coup, mais essayer déjà de se renseigner sur le sujet, d'essayer de voir est-ce qu'on n'a peut-être pas des ressources en nous qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce que je traverse et puis se dire ah ben en fait je suis pas fou parce que beaucoup de personnes pensent ah moi ça y est j'ai ce problème là moi je suis fou je suis folle. Non, déjà de légitimer le ressenti, ça permet déjà de commencer un travail sur soi. Puis déjà parfois il y a besoin de 1 ou 2 consultations, hein. On pense qu'il y a besoin de plein de consultations mais Même pas. Bah, non. justement, c'est ce que tu dis, si je peux me permettre de Oui, je t'en rebondir, parce prie. qu'en droit, enfin, dans mon métier, c'est exactement la même Ouais. chose. C'est plus tôt on a les réflexes, moins on paye. Et, Ouais. et moi, je C'est parle vrai. vraiment français. C'est pour ça que, sans faire d'autopromo, Mm. je donne des réflexes pour pas avoir des difficultés. Par exemple, si tu déposes une marque, quand tu crées une société, que tu vérifies que la marque n'appartient pas à quelqu'un d'autre, ça va te coûter environ entre 200 et 400 €. Si tu ne vérifies pas et que tu publies ta marque sans avoir regardé en amont, la personne qui avait la marque avant va venir t'attaquer. Ça va être, pour le coup, trop tard. Plus aller. Tu vas prendre un avocat. Juste moi, pour me dégainer, ça coûte facile au moins 3 000. Ah oui. T'es pas sûr de gagner parce qu'en plus, tu as pris une marque alors que t'as pas vérifié avant. Tu vas perdre et tu vas perdre tous les dommages et intérêts que l'autre marque a demandé avant. Donc, vaut mieux payer un peu au début pour être en phase avec soi-même, Ouais. finalement un peu comme en thérapie, que après quand c'est vraiment trop tard où tu payes jusqu'à 5-10 fois plus. C'est le même système que les amendes, en fait. Faut pas Bien attendre sûr. la majoration. Bah, c'est ça. en fait. Ah, c'est l'exemple, il est éloquent. hein. Ouais. Exactement. Pour ceux qui nous écoutent là, payez vos amendes. Payez vos amendes, payez Parlez à vos impôts. proches. Ouais, Ça, et c'est sinon, vous important. m'appelez. Sinon, vous appelez Kadiatou. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a cet homme qui vient te voir et qui te dit moi, je suis une femme ou quoi en développant. Est-ce que toi, Mouhamadou,
à l'école, tu constates ça dès le... Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est Bien là sûr. dès le plus Ah oui, petit mais âge. bien sûr, bien sûr. Les filles, elles... Bien sûr. Ils Ah sont oui. faibles Ah et oui, les oui. Ouais, garçons les sont garçons, forts. ils Mais ont pas le droit de bien sûr. pleurer. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important justement d'en parler avec les enfants. C'est-à-dire que lorsque le moment arrive et que parfois on me pose des questions, est-ce que Maître, t'arrive de pleurer et tout, Mmh. parce que voilà, un garçon, souvent c'est les garçons qui vont te poser ces questions parce que les garçons ils pleurent, mais pas pour les mêmes raisons que les filles. Mmh. C'est-à-dire que même une fille qui se fait mal dans la cour de récréation va pleurer. Ok. Mmh. Un garçon qui va se faire mal dans la cour de récréation et qui va pleurer et qui va voir qu'on le pleure, qui va voir qu'on a vu qu'il pleurait, parfois il est énervé de pleurer. Mais oui, bien tu vois, sûr. Il se retient. c'est ça. Il est en Il pleure, direct. les larmes sont là, le visage est... Mais... pleure. Ouais, pleure, laisse-toi. T'as le droit t'as mal. T'as le droit de pleurer. La douleur, c'est quelque chose d'humain. Et comme tu disais, avec un vocabulaire religieux, bah, en fait, le corps humain, finalement, il est fait pratiquement de la même manière entre un garçon et une fille. Mmh. T'as des larmes dans ton corps, tu ressens des douleurs, vas-y, laisse aller en fait. Et je crois que en tant qu'enseignant, sur ce côté-là, le fait d'être un homme auprès d'enfants, je crois que c'est une facilité parce que c'est plus facile de montrer l'exemple en fait. Mmh. En disant que parfois moi ça m'arrive aussi, en situation de démontrer des choses, de discuter avec eux et que la parole vienne de moi, quelqu'un à qui ils peuvent s'identifier en tant que petit garçon, eh bien ça rend la chose tout de suite beaucoup plus accessible. C'est une porte qui est ouverte en fait. Ah bah j'ai l'impression qu'il est comme moi et lui il se permet de. Ça veut dire que si moi je pleure, bah, c'est pas grave, c'est ok Ouais. en fait, c'est ça. Ouais. C'est et là je pense vraiment que pour le coup parfois le rapport de père à père il est salvateur. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait que les femmes de leur côté elles faisaient des choses pour dire que les hommes il faut s'en inspirer. D'après moi c'est pas du tout une mauvaise chose d'avoir parfois, parce que c'est vrai que consulter c'est la meilleure des choses. Aller voir un professionnel de santé c'est la meilleure des choses, parce que le professionnel de santé c'est pas votre ami. Il a fait des études pour pouvoir vous éduquer. Par contre, tout le monde n'a pas les moyens. Et peut-être que en attendant non seulement d'avoir les moyens, mais en plus d'avoir un état d'esprit en fait qui s'y prête, parce que c'est ça aussi. Parfois, on peut avoir les moyens, mais on n'a pas été éduqué pour. Ouais. C'est ça. Toi, peut-être quand tu étais petit, tu n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, tu es avocate, Sûr. tu as les moyens, mais il y a un cheminement entre les deux Bien que sûr. tu n'as pas expliqué. Tu vas Bien dire sûr. comment est-ce que tu passes du. C'est juste parce que maintenant j'ai l'argent, je vais y aller. Ouais, non, bah non. Moi, j'ai eu un on est burn-out d'accord. Toute qui une a fait que c'est éducation, toute une ouais. éducation. C'est ça. Ouais. Donc en attendant peut-être, le fait d'avoir entre les deux ces espaces où finalement on peut parler de manière saine entre nous, eh bien ça peut être une porte d'entrée vers une meilleure santé mentale auprès de professionnels de santé. Je pense que vraiment les espaces entre nous, il faut les investir. Du coup, lever le tabou, pour toi, ça passerait Ah bah oui, Ah oui. par ça. ah oui, Ouais. oui, oui, Par l'éducation, ça Ouais, c'est extrêmement l'éducation, important. c'est la hein. base. absolument. Quand même. Et l'éducation par l'exemplarité. Moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, hein, alors que je suis à un âge relativement avancé, mais c'est la première fois que je faisais ça. J'étais dans un espace avec d'autres hommes pour discuter de santé mentale. C'est quoi même être un homme en fait? Ça veut dire quoi? Mm. Ça veut dire quoi? Si tu as un homme en face de moi, c'est toi qui poses des questions, peut-être que tu serais pas à l'aise pour répondre, mais si je te pose la question, est-ce que tu as une réponse à ça? C'est quoi d'être un homme aujourd'hui? Parce que c'est pas juste le fait, encore une fois, si jamais on est inscrit dans ces trajectoires de vie de manière culturelle, de tenir un foyer, de ramener de l'argent, d'être... ça veut dire le jour où tu ramènes plus d'argent, t'es plus un homme. C'est pas le fait d'être bien physiquement. Le jour où t'es frappé et tu passes en situation de handicap, t'es plus un homme. Les gens qui sont en situation de handicap, c'est plus des hommes. C'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Il faut se poser les questions pour être préparé, parce que la vie, elle frappe chacun à un moment donné et elle nous frappe pas de la même manière, et c'est pas ça qui va faire notre valeur intrinsèque. Il faut se poser ces questions-là, et peut-être qu'il faut se les poser de manière collective, et pour pouvoir se les poser de manière collective, parce que c'est pas donné à tout le monde de se livrer devant le sexe opposé. Alors peut-être qu'il faut le faire devant ce qu'on considère être nos semblables, nos frères, que sais-je. Voilà. Mais c'est un travail collectif. Hein. C'est un travail collectif. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour un homme de parler, de pleurer, le poids culturel, encore une fois, là-dedans, il est, absolument. il est juste immense. Moi, je me rappelle, j'ai perdu mon père il y a un an, en janvier de l'année dernière. Absolument. Et, Absolument. quand t'es dans le... Moi, je me rappelle, c'était à la Pitié Salpêtrière qui s'est éteint. Et quand tu pleures, c'est normal, quoi. La seule figure masculine que j'ai connue depuis j'avais 25 ans, c'est lui. Tu pleures et le réflexe de tes oncles, la première chose, c'est pleure pas, c'est les femmes qui pleurent. Toi, Ouais, c'est ça. si toi, tu pleures, les femmes, elles vont faire quoi? Il y a ta C'est petite sœur qui est là, toi, t'as Bah pas le oui. droit de pleurer. C'est ça. Et c'est vrai que C'est ça. on se rend C'est pas violent, compte quand aussi même. de la charge que je veux pas victimiser les hommes, Non. mais Ah que non. les hommes ont dessus. Il y a aussi j'y pensais en arrivant ici, je voulais en parler avec vous, il y a aussi ce truc de, pareil, quand t'as des parents
qui sont issus encore une fois de l'immigration, qui savent peut-être pas lire, écrire. Enfin, on se rend pas compte que des petits, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, dès le CM2, enfin l'inscription à l'école, c'est toi qui remplis. Oui, bah oui. Les trucs de la Ah, CMU, bien c'est toi sûr, qui bien remplis. sûr. Les impôts, c'est toi qui remplis. Il y a un Mmh. courrier qui arrive, c'est toi qui dois le Bah, lire, et le t'es Tu traduire. prends en responsabilisé compétence très tout de jeune. suite, c'est ça. Oui. Et tout ça, c'est une charge mentale Ah, en Ah bah plus. oui. Et quand tu dis à tes parents: «Mais je suis fatigué de Ouais. remplir les papiers», mais t'es Mais fatigué est-ce de que quoi? tu Ça dis que t'es revient fatigué? Ouais. Je sais pas, en moi j'ai jamais dit. Moi en j'ai plus maman, je sais pas si tu de m'écoutes, tout va très bien, je ne suis pas fatiguée. Non. Tu soupiré là? Oui, oui, qu'est-ce qui s'est passé? non, Est-ce que tu mais soupiré là? Déjà tu respires, tu de la chance. mais c'est vrai et Ouais. et moi je le constate même encore, même là encore Mmh, aujourd'hui quand bien je dis à sûr. ma mère que juste ouais, elle me voit, je lui dis: «Ouais, je suis fatigué», mais t'es fatigué de Ouais, quoi c'est clair, t'es toi? assis toute la journée, tu parles, tu rigoles. Tu Moi je suis toujours sur ton fatiguée. téléphone, t'es fatigué tu fatigué de quoi? Mais Et oui. et c'est vrai que c'est compliqué et pareil en fait, comment on déconstruit tout ça? Je pense qu'il C'est faut, l'angoisse. ouais, il faut c'est un luxe. Mmh. C'est un luxe de folie, mais il faut du temps. Mmh. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir du temps pour pouvoir réfléchir. Parce que dans les trajectoires de vie dans lesquelles on est, parfois nos parents ayant fait les métiers dans lesquels, ils ont été, mais en fait, très, très tôt, on est jeté dans le monde du travail. Mmh. Parce qu'il faut ramener de l'argent, parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir, vivre ou survivre. Par contre, il faut essayer de se dégager du temps pour réfléchir en fait à sa propre trajectoire Mmh. de vie. Voici d'où je viens et c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui et c'est ça qui fait aussi, les gens que j'ai. Il y a très peu de personnes qui finalement, je crois, dans nos communautés, Mmh. connaissent leurs parents, Mmh. Ah ouais, bien sûr. connaissent la véritable histoire Ouais. de Ah leurs non, parents, non, c'est clair. savent pourquoi leurs parents ils sont comme ça. Mmh. «Ah mon père il est dur» ou «Il était dur», «Ma mère elle est» comment ça se fait qu'elle soit comme ça? Bah oui. C'est quoi qui l'a frappée elle pour qu'elle soit comme ça avec toi? Il y a très peu de gens qui savent ça et s'intéresser à ça, c'est connaître leurs histoires et c'est aussi savoir pourquoi nous, finalement, on est comme ça et pourquoi, il ne faut pas le reproduire ou pourquoi il faut, le reproduire. Il y a pas très longtemps, j'étais dans un événement, avec des personnes, soninké et en fait, dans le cadre d'une projection d'un film et tout qui était extraordinaire d'ailleurs, qui, rendait hommage, aux mamans et à leur trajectoire de vie et en fait, dans, le public, il y avait une jeune femme donc, d'ascendance, soninké mais du La coup, meilleure ethnie du née en monde. France, ici. C'est un avis Comment? très personnel. Je disais la meilleure ethnie du monde, c'est un avis très personnel. Ouais, les Djaranké sont pas loin, j'ai envie de dire donc, attention quand même, hein. Mais vous êtes là, il faut le dire aussi. Mais en tout cas, la jeune femme disait en gros et je suis pas sûr que ça a été entendu par tout le monde en fait, elle disait à quel point la question qu'elle posait c'était et elle l'a posée aux hommes, c'est à quel point est-ce que finalement, vous connaissez, vos mamans pour que lorsque vous nous prenez nous en épouse, eh bien vous n'attendiez pas qu'on soit vos mères de substitution? Mmh. Mmh. Lorsqu'on se rend pas compte en tant qu'enfant, en tant que garçon dans nos constructions, de ce que nos mères ont traversé, on se met à attendre de nos épouses qu'elles soient les substituts de nos mamans. Mais les trajectoires de vie de nos mamans, parfois, elles sont fracassées Oui. Oui. et on voudrait ça pour personne Mmh. et on voudrait pourtant que ça se reproduise dans nos foyers. Ça n'est pas possible. Ça ne devrait pas arriver, ça ne doit pas arriver et même nos mamans, en fait, parfois, ne s'en rendent pas compte et elles se mettent à infliger une espèce de charge mentale Mmh. à leur belle-fille avec des petites remarques en disant: «Mais toi, tu as de la chance, toi, regarde. Mmh. Tu es allée à l'hôpital et tout, tu étais enceinte, il t'a déposée en voiture. Tu sais comment ça s'est passé pour moi? J'ai fait ça toute seule pendant que lui, il était là-bas et puis c'était réglé». Donc en fait, les deux cas sont en fait, c'est terrible. C'est pas parce que tu as amené ta femme, à l'hôpital, Mmh. ce qui devrait être une normalité, que ça veut dire que tu as joué un rôle, de folie, Mmh. tu vois? Mais, elles en attendent tellement peu finalement, de nous, mais c'est parce que leurs histoires sont absolument terribles, en fait. Il faut prendre du temps pour pouvoir discuter avec elles, pour pouvoir, accueillir ces histoires, pour pouvoir, les, digérer aussi et pour vraiment apprendre à se connaître soi-même et savoir ce qu'on est en capacité de reproduire ou pas. Pour nous, pour les gens qui nous entourent, notre entourage, pour, nos ascendants, nos descendants, en l'occurrence, nos enfants et toutes les personnes qui sont autour de nous et surtout pour nous-mêmes, pour notre propre santé mentale. C'est le temps, je crois, qui est notre meilleur allié, mais je sais qu'il est difficile à trouver, mais il est nécessaire. Et justement, est-ce que vous prenez ce temps-là de parler avec vos parents, de mieux les connaître, de mieux les comprendre? Hem, Moi, pour ma part, alhamdoulilah, vraiment, j'ai des parents qui sont extraordinaires. Vraiment, on est, de qui je suis proche depuis toute petite. Je suis l'aînée et on est 4, 2 garçons, 2 filles et on est tous proches vraiment de nos parents. Donc il y a vraiment un petit cocon, qui est créé depuis des années, alhamdoulilah. Donc les émotions ont toujours été prises en compte, on a toujours pu,
aborder, les problématiques. Nos parents, ils nous ont toujours suivis, à l'école, ils ont toujours, regardé si on faisait les devoirs, ils nous ont aidés pendant plusieurs années, aussi. Donc, je pense que, le fait d'être, proche, et je me rends compte encore plus depuis que je fais ce travail de psychologue et que je vois à quel point, hem, certains parents ont agi avec leurs enfants, même si c'est pour beaucoup, c'est pas forcément de leur faute. Pour certains, c'est de leur faute. On peut pas à chaque fois, remettre la faute sur les On parents et peut pas tout justement leur imputer. comprendre aussi, Mmh. leur trajectoire de vie et comprendre leur histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont juste, agi de sorte à être méchants ou est-ce qu'ils ont reproduit aussi ce qu'ils ont peut-être vécu par le passé et cetera? Donc d'essayer de comprendre tout ça et je trouve que en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma profession d'avoir cet entourage très, très, très solide. C'est-à-dire que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mon époux et j'ai des copines aussi, avec qui je suis proche depuis plusieurs années et qui me permettent vraiment de continuer à faire ce métier qui est quand même assez lourd, au quotidien d'entendre des choses, au fil et à au fil ouais, au fur et à mesure des années, hem c'est quand même quelque chose qui prend une énorme charge mentale et émotionnelle, ce travail de psychologue. Mais on est aussi suivis donc Les Donc psys aussi ont des psys et c'est ce ouais. qui est Bah intéressant dans oui, le bien fait sûr. de Ouais. de vous recevoir, Mmh. vous 3, le point commun entre vos 3 métiers, c'est que vous êtes obligés d'écouter les gens, en fait. Ah bah ouais. Vous êtes face à Ouais. un public que vous êtes, obligés Mmh. d'écouter et Mmh. d'accompagner, que ce soit toi avec les patients, moi maintenant avec, les élèves et et leur famille parfois. Mmh. Voilà. parfois, Kadiatou avec tu le disais avec les clients, enfin vous avez des métiers en tout cas où vous Mmh. êtes obligés L'écoute. finalement d'écouter les gens et de les accompagner Mmh. dans leur process de vie, quoi. Quelque chose qu'on pourrait moi en tout cas personnellement, quelque chose que je ne pourrais peut-être pas forcément faire avec mon entourage. Tout à l'heure, tu disais comment convaincre les gens de consulter et cetera. Si c'est pas juste, aller discuter avec un ami ou un frère ou une sœur. Moi, par exemple, je ne peux pas prendre déjà Ah parce que non, c'est non. contraire à l'éthique, on peut pas Mmh. prendre quelqu'un qu'on connaît en consultation. Donc quelqu'un, qui veut me raconter, ses problématiques ou ses histoires, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne pourrais pas gérer. Parce qu'il y a l'aspect émotionnel qui Mmh. entre en jeu. Ça ne veut pas dire que je suis pas empathique avec mes patients, pas du tout. C'est juste que là, je vais ressentir mais fois 1000 les émotions parce que là, c'est quelque chose qui va me Mmh. toucher, en fait, personnellement et qui fait que je vais pas pouvoir faire mon travail correctement. Mmh. Donc faut qu'on aille voir un psy. Mmh. C'est résumé. Ouais, et puis Conclusion. pour les générations futures, je pense, c'est de sensibiliser dès l'enfance sur ces notions de santé mentale. Enfin, justement, avant, Mohamedou parlait des élèves. Moi, je sais q et des garçons qui pleurent et qui sont énervés. Moi, je sais que j'interviens beaucoup dans les écoles primaires et je parle du cyberharcèlement Mmh mh. ou des droits qu'on a à partir de 7 ans. Parce qu'en fait, les petits, quand ils sont en CP, CE1, se disent: «Non, mais c'est bon, on peut faire des bêtises, on n'est pas responsable». Moi, je leur dis que en fait, on peut aller alors c'est une prison pour enfants Mmh. certes, mais on peut aller, dès l'âge de 7 ans en prison parce qu'à partir de 7 ans, on a des droits et des devoirs. C'est l'âge de la raison et une des premières réactions que j'ai eues, c'est: «Alors, est-ce qu'on aura la télé en prison?» Ça, c'est encore un autre sujet et l'autre, Des c'est une priorités. fille qui a dit: «Ah mais c'est pas grave, moi je pleure au pire et puis ce sera Mohamed qui, prendra pour moi, en fait». Et là, je me suis dit: «Cette fille, c'est une bosse». Non, Ouais. non, c'est pas ça, mais on voit encore cette différence entre garçon-fille où on peut se cacher sous, prétexte, le sexe qui pleure, pour, ne pas aller en prison ou pas se faire, réprimander et donc tout ça pour dire que si on sensibilise les enfants sur juste demander comment ça va, moi je pense que à leur âge, à 7 ans, j'aurais dit: «Oui, je travaille». J'aurais pas répondu: «Est-ce que ça va?» Et même pour les petits qu'on voit à l'école de basket, les tout jeunes, leur demander: «Est-ce que ça va?» Ils vont répondre peut-être: «Oui» et toi par politesse, mais qu'est-ce que ça veut dire: «Est-ce que ça va?» Je pense qu'ils ne peuvent pas répondre. Bah, moi, j'aimerais bien qu'on pointe du doigt, qu'on appuie, sur ça, sur la notion de «est-ce que ça va?» Moi, j'ai l'impression qu'on s'en fout. Enfin, Bien sûr, pour le dire vulgairement, on s'en fout de la bah réponse oui, de l'autre, on répond par qui va politesse. répondre non? Enfin, moi, mes potes, ils Enfin arrivent: si, «Ouais, salut, ça va? Ouais, et toi?» enfin moi on m'appelle, ça va Mmh. pas, mais et après Non, ils se blatèrent, et mais ben, moi, aussi fou que ça paraisse, là, pour le coup, c'est vraiment une question, j'allais dire, culturelle, d'ethnique. Ça veut ouais. dire Mmh. que, dans ma culture, africaine, cette question, elle existe Ah ouais, mais elle et dure 5 minutes, non? non, il y a les nom de famille salutations. là-dedans. Non, il y a les salutations qui sont très, très longues, c'est vrai, Ouais, mais à un moment donné, on te demande à toi si ça va et ouais. en fait, aussi fou que ça paraisse, on ne s'attend pas à autre chose que tu dises que ça va. Bien Ah sûr. oui, C'est-à-dire bien quand on te sûr. pose la question: «Est-ce que Ouais, ça va?» ouais, Oui, oui, Tu peux dire que ça va. ouais, ça bah va oui. Tu pas, dis pas: qu'est-ce «Ça va pas». Ouais, Moi, je sais qu'enfant, une fois, ça m'est arrivé ouais. et en fait, on m'a repris. Bah oui, «Qu'est-ce que tu c'est ça. racontes?»
C'est ça? tu respires. Mais c'est ça? Ça Tu veut viens dire de ça comment va. ça? Tu as dit: «Ça va pas». Ouais, parle pas de Mais ça va, malheur. Ouais. c'est ça. Ouais, Même dans les c'est formulations, en fait, Ouais. il n'existe pas, en fait, presque de formulation pour dire que ça ne va pas. Tu J'espère dis que tu juste: vas «Ça bien. va» et même dans les je vous jure, c'est vrai, c'est-à-dire que la formule, c'est de dire, en gros, on Oui, te ça dit, va, alhamdoulilah. non, même Oui. pas, dans ma langue, en fait, on dit, hem, oh là là, comment je pourrais le traduire en français? «Est-ce que tout ne va pas bien?» Et du coup, tu es tenté de répondre: «Si, tout va bien». Oui, Oui. Tu vois? préface, oui. La langue est comme si c'était 2 morceaux, en fait, qui s'emboîtaient et l'un des morceaux, c'est: Mmh. «Est-ce que tout ne va pas bien?» et l'autre, c'est: «Si, tout va bien». Ouais. Et c'est la formule. Donc lorsque vous voyez, c'est vraiment une histoire de forme, en fait. Mmh. Le fond, Mmh. on Ouais. ne s'y intéresse pas. Je On n'attend pas à ouais. ce que tu dises autre chose Ouais. que ça va. Donc tu ne peux pas dire que Mmh. ça ne va pas, donc on s'attend à ce que ça aille bien. Lorsque ça va bien, on passe à quelqu'un d'autre. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que les salutations, elles peuvent durer très longtemps. Mmh. Parce que pour chaque personne, en fait, Oui. finalement, ça va bien. Toi, Oui. ça va bien. Non, mais Ça va bien. Toi, ça va bien. Ça va bien. Salut. Mais c'est vrai que ce que tu dis, mais je le reprends même là, je suis en train de le traduire dans ma tête en bambara. Il y a Mmh. pas là, en fait, il y Y a a pas pas? de. Tu vois? Ouais. C'est est-ce qu'il y a rien qui va. Oui, Ouais. c'est exactement C'est ça. des C'est ça? double négation, Oui, là où Exactement. Konibasi Foite, ouais. 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 Parce que quand t'en as un thé, t'en as un thé. C'est-à-dire, ouais, tout va bien, en gros, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, la discussion, bah là. Ouais. Et moi, je sais que je demande à mes clients: «Est-ce que ça va?» et ils me disent: «Oui, ça va» et toi? J'ai fait: «Vraiment, est-ce que ça va?» parce que si tu m'appelles, ça va pas. Ouais. Moi, c'est toujours trop tard. Pour Ah, de si vrai. t'appelles un Pour avocat, de ouais, vrai. c'est que. Mais et surtout moi, en contentieux, il y en a, on les appelle en conseil parce qu'on veut anticiper telle et telle chose. Moi, c'est déjà Ouais, ça veut dire c'est déjà la toi. hesse. Non, c'est déjà trop tard. Toi, c'est mort. C'est mort. Donc en vrai, est-ce que ça va? Et après, quand ils m'expliquent tout le problème, j'ai fait: «Mais en fait, est-ce que ça va?» «Bah non, en fait». Mais donc là, on a pris 30 minutes pour tout ce qui va pas et c'est pas grave de pas aller bien. C'est justement pour ça que tu m'appelles. J'ai pas de pouvoir magique, hein, mais c'est pour aller mieux et puis à la fin, on me dit parfois: «Je suis soulagée parce que je sais vers où je vais». Même si ça va être pire, mais je sais vers où je vais et donc quelque part, ça va mieux. Mais donc c'est pour dire que cette formule, faut Mmh. arrêter, quoi. Enfin, c'est un leurre. Et c'est aussi parce que là, depuis tout à l'heure, je me répète dans ma langue et tout, et je me dis, c'est parce que les rares fois où tu dis que ça ne va pas, c'est parce qu'en fait, c'est pour des événements pour Oui, lesquels c'est c'est des ça. décès, Ouais. c'est Ouais, des c'est choses ça, comme ça. Oui. c'est C'est-à-dire ça. que tant que t'es pas sous terre, Ouais, t'es en vie, gars. Mmh. Ouais, Ouais. ça Que va. tout va bien, tu vois, c'est ouais. ça. T'as perdu une jambe? Oui, mais Oui, bah, ça ça va, tu va, en as tu encore vois. une autre. C'est Mmh. ça. Le Mmh. pire, c'est vraiment le pire. Et c'est quand le pire arrive Mmh. que tu dis que ça va pas. C'est-à-dire que le jour où tu dis ça va pas, bah, en fait, Ouais, tout le je monde dis s'arrête oui, et te c'est ce regarde, qui tu se vois. passe. Il y a qui Oui. qui est C'est ça. Et décédé. tout le monde est là et tout le Mmh. monde est prêt à pleurer pour toi. Enfin, les femmes peuvent Mmh. pleurer pour toi, les hommes, vous faites autre chose. Chacun, c'est ritualisé, en fait, tu vois. Mmh. Et peut-être que c'est pas une histoire de voir le monde de manière simplifiée, mais il y a des sentiments qui, en fait, sont juste dans ces deux catégories-là. Quand ça ne va pas, faut vraiment que ça n'aille vraiment pas, c'est le pire du pire. Et sinon, tout le reste est beaucoup plus large Mmh. et c'est dans la catégorie, ça va à peu près. Mais c'est fou d'hiérarchiser comme ça les souffrances. C'est Mmh. incroyable. Même Dingue, à hein? chaque fois, je reprends les patients quand ils me disent, «Bon, bah, moi, j'ai cette problématique, mais c'est pas si grave que C'est ça». ça. Mais en Alors fait, que non, en fait, ouais. chacun a sa souffrance et Mmh. chacun a sa manière de vivre cette souffrance. Pour une personne, ça peut être vécu sur une échelle de 1 à 10, 2, ça va. Pour d'autres Mmh. personnes, 8. Ça Mmh. dépend, en fait, des Mais ressources, ça bien dépend sûr. du vécu. Mais oui. Donc on peut pas se comparer. Bah, c'est clair, mais moi, c'est ce que je dis à mes clients Ouais. quand ils me disent: «Oui, mais moi, ça va, je gagne un peu d'argent». Mais en fait, même celui qui a une Porsche, qui va aller à une réunion avec une Porsche, il trouve son pneu crevé, Mmh. il a un problème, ça ne Ouais. va pas, Mmh. il est bloqué. C'est pas Et mon il a cas, le bien sûr. droit Il a le de ne droit. pas aller bien. Ouais. Mmh. Mais c'est aussi généralisé dans notre société de manière générale. Il y a aussi le pouvoir de l'argent qui rentre Mmh. dans tout ça. Tu parlais tout à l'heure de centre de formation en basket. Quand tu deviens basketteur professionnel ou footballeur professionnel, enfin, entendre un Mmh. footballeur ou un basketteur professionnel t'expliquer que ça va pas, mais Mmh. moi, les premières réactions que je vois à chaque fois, c'est ils sont fous, quoi. Les Ouais. gars, ils sont millionnaires. C'est ça. Ouais, et Tu me donnes pourtant. ces millions, Ouais, ça va. moi, il y a aucun moyen, C'est ça. il y a aucun moyen que ça aille pas. Enfin, c'est là où tu te rends compte que le tabou, il est vraiment ancré Mmh. dans notre quotidien de manière générale. Et il peut même arriver à nous d'avoir ces mauvais réflexes-là, de se dire, bah non, en fait, Ouais. il peut pas ne pas aller bien. Mmh. C'est comme, pour prendre un exemple que tout le monde connaît et que pour la plupart des gens sont unanimes, le président de la République. Mmh. Il y a aucune personne qui se dit, le président de la va pas bien. République, il va pas, tu vois pas tout ce qu'il nous fait. Ouais. Il y a aucun moyen. Alors que Que- ça doit être, assez costaud. C'est le Oui. métier qu'il fait, bah, tu le vois, enfin, tous les présidents de la République, à part François Hollande, tu les vois, les, Oui. les gars, ils passent 5 ans, ils en ont pris 15 ans. Ah ouais, c'est clair. Eh ouais, Dans la tronche. franchement, c'est vrai que François Hollande, Et que lui, c'était, machallah, c'était bien. ouais, vraiment. Ça avait l'air sympa, l'Élysée. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça que cette émission aussi, elle est importante, et merci pour tout ce que vous dites. Il y a un travail vraiment je me rends compte là, même en parlant avec vous, qu'il y a un travail de fond à faire. Et je me dis, Mohamedou tout à l'heure, il parlait de temps.
Et c'est vraiment, en fait, le temps, quoi. Faut pas qu'on soit impatient, face à ça. Mmh. Oui. Ouais. Bah, courir après le quotidien, finalement, c'est notre corps qui nous permet de courir après tout ce qu'on fait. Mais si le corps, à la base, il est, biaisé et qu'on s'en rend même pas compte, Mmh. on va faire que ralentir, on pourra pas faire tout ce qu'on veut faire. Et donc il faut essayer de prendre ce temps. Moi, je sais que personnellement, je fais beaucoup de choses, beaucoup trop et ma psychologue me dit de mettre dans mon emploi du temps de faire rien. Mmh. Comme ça, c'est dans la version active et du coup, Ouais. Tu fais je rien, fais c'est rien. Mais même ne serait-ce que 10 minutes, hein. Moi, maintenant, je me mets des plages, faciles, je dors dans mes rêves, je suis Mmh. mais en tout cas, ne serait-ce que 10 minutes de ne rien faire, de se poser juste et de se recentrer, en fait. Sans forcément penser, sans mettre des objectifs. Ça permet juste de lâcher, de repartir de plus belle. Alors pas au rythme peut-être qu'on voulait à la base, mais on sait pourquoi on le fait encore une fois. et beh, justement, c'est quoi vos tips à vous pour aller mieux? Dans le quotidien, qui fait quoi de manière générale? Alors je dirais quand ça ne va pas, déjà identifier qu'est-ce qui ne va pas parce que de rester flou, dans bah, ça va pas bien, je sais pas ce que j'ai, Mais c'est ça va pas compliqué venir régler le d'identifier, problème. ce qui va pas quand on n'est pas, du coup, professionnel de santé Oui, ou du coup, ouais, quand on n'est pas professionnel de santé, d'essayer de demander à son entourage aussi qu'est-ce qui a changé, en nous. Est-ce que, je souris moins? Est-ce que je suis Mmh. moins présent? Est-ce Mmh. que lorsqu'on me parle, j'ai des moments un petit peu d'inattention? Moi, on me l'avait dit justement dans mon entourage que on me parlait et j'arrivais plus à capter, en fait, ce qu'on me disait parce que j'étais tellement dans une surcharge, de travail. Ça, je pense que c'était, les débuts, en fait, on est vraiment surstimulés, plein de consultations, on a beaucoup de conférences, beaucoup de podcasts et cetera, parce qu'on a cette, volonté peut-être de se dire: «Bah, je j'ai un rôle à jouer». Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on peut pas sauver tout. En fait, c'est Ouais, c'est impossible de ça. sauver tout le monde et surtout de garder en tête que, le guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà ça permet un petit peu de déposer en fait, un petit peu les armes et de se dire que tout n'est pas entre mes mains. Donc déjà de demander à son entourage, qu'est-ce qui a changé? D'essayer aussi, de mettre en place des petites choses au quotidien, donc comme justement ce que tu disais, le fait de ne rien faire, parce que parfois beaucoup de personnes vont culpabiliser de ne rien faire. Non, je suis censée faire, parce qu'on est vraiment dans cette notion Mmh. de on n'a pas le droit de productivité à s'ennuyer, fond, ouais, de productivité à fond, alors que non, il faut savoir ralentir et prendre la décision aussi de pouvoir, ralentir, d'identifier aussi ce qu'on aime faire. Donc est-ce qu'on aime lire? Est-ce qu'on aime cuisiner? Est-ce qu'on aime aller marcher? Est-ce qu'on aime aller faire du sport? Et vraiment de focus sur ça, les moments où ça ne va pas. Et puis en fait vraiment de décortiquer, moi je conseille le journaling aux personnes qui aiment faire ça, donc le fait d'écrire et d'aller en profondeur dans ses émotions, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, d'essayer de comprendre quelle situation a pu les mettre dans, dans cet état émotionnel et dans cet état, cognitif, négatif et que tout aussi, un élément qui est très important, c'est que on n'est pas censé aller bien tout le temps. Mmh. Mmh. Ça fait partie Mmh. de notre réalité. Ça fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: «Inna khalaqna al-insana fi kabad». Il nous a créés pour une vie, on a été créés pour une vie de lutte. Donc la vie, elle est par définition plus ou moins difficile. Donc on n'essaye pas non plus d'avoir un bonheur ultime. On a des phases comme ça de bonheur qui nous permettent de savoir que ça va aller mieux, d'expérimenter cet état positif quand on n'est pas bien, de se dire: «Je sais que je suis déjà passée par des belles phases et j'ai espoir» et c'est ce qui permet en fait de Mmh. garder, espoir quand on est, vraiment dans des situations très, très difficiles et négatives. Pareil, Mohamedou, est-ce que toi, tu as des tips ou quoi? En plus, toi, on sait que tu fais du coup, il y a le métier de remplaçant, mais tu fais plein d'autres activités en plus, à côté qui demandent pas mal d'énergie. Comment toi, tu digères au quotidien, tout ça? Pour moi-même ou pour, les élèves, dans Non, l'école? pour toi-même, Pour moi-même? au quotidien. Pour moi-même, franchement, c'est le silence. C'est le silence que je m'impose. C'est-à-dire que, bah, là, je suis très content de parler, tout ça. On me dit souvent: «Voilà, tu es une personne qui parle et tout», mais parler, c'est un effort. Parler, c'est un effort parce que ça demande, d'essayer d'articuler des choses pour que les personnes en face, elles comprennent ce que moi, je pense avoir compris. Donc en fait, les moments où je suis vraiment en paix, c'est les moments où je me tais. Parce que lorsque je me tais, bah, c'est tout le moment où en fait, je me laisse assaillir par le reste. Par le reste qui vient de l'extérieur, mais parce que moi aussi j'ai pu emmagasiner. C'est-à-dire les expériences, elles me viennent, les paroles des personnes là où on est en train de discuter, mais lorsque je serai tout seul, je sais qu'il y a des choses qui vont me revenir. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, si tu veux bien. Mmh. Mais c'est ma manière de me recentrer et de travailler à mon échelle sur, ma santé mentale, c'est vraiment de fermer ma bouche. Le Quand je me tais, silence.
le silence. Même si c'est 5 minutes, en fait. Je me tais. Et si je suis isolé, c'est encore mieux, parce que je sais qu'il y a forcément des choses qui vont me venir. Les gens, parfois, ont peur du silence, ils ont peur de la solitude que ça impose. Mais c'est important d'être parfois tout seul dans le noir pour, dire, retrouver la lumière, en fait. C'est Une bien. forme de méditation, C'est ça. en plus le silence. C'est ça. Parfois, les gens le font par la prière, mais c'est encore un peu différent parce que la prière, c'est avec le dogme, c'est des choses qui sont ritualisées, et c'est avec une intention manifeste. Mais là, l'intention, elle est vraiment vers soi-même. Ouais. Et du coup, ma question, c'était comment est-ce que, parce que dans les religions monothéistes, et a fortiori dans l'islam, le lien entre le croyant, la croyante et Dieu est direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Et même les messagers le disent que ils ne sont pas là pour intercéder pour les croyants. Ils ont un message à porter, ils le font, mais entre le croyant, la croyante et Dieu, c'est une ligne directe, en fait. Et du coup, je peux concevoir qu'il y ait une espèce de difficulté pour les personnes qui croient à aller consulter des professionnels de santé en se disant, c'est fou parce que là, c'est comme si, alors que on m'a toujours appris que ma santé tout court dépendait de Dieu, et bien là, c'est comme si je déposais cette autorité entre les mains d'une autre personne qui est censée être mon égal. Ouais. Donc, est-ce que je suis pas en train d'apostasier ou de mettre sur un autre niveau quelque chose? C'est ça, d'associer. Comment est-ce que c'est déjà arrivé que des patients ou patientes te confient ça, ou Alors, pas les patients, mais plutôt des personnes qui sont un peu contre la psychologie, qui vont dire: «Bah, si, moi j'ai un problème, alors je vais me prosterner et je vais en parler à Allah». Subhana ta'ala. Sauf que quand on a encore une fois, on prend l'exemple du cancer parce que c'est vraiment, ça saute aux yeux, on va aller voir, des médecins, mais avec l'intention que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, mais que c'est un sabab, donc c'est un outil. Et en fait, le psychologue, c'est la même chose. Et ça, c'est vraiment la première chose que je dis à chaque fois en première consultation quand on fait on prend les remarques, les questions, que je présente le cadre, etc., que je leur dis: «N'attendez pas tout de moi, en fait. Moi, je suis juste l'outil en ayant appris, en ayant certaines connaissances, etc. Mais tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout vient aussi de ce qu'ils vont mettre, eux, en place». Et en fait, voilà, tout simplement, vraiment de remettre ça de remettre les choses dans leur contexte, qu'on est là pour aider, comme ça nous viendrait à l'esprit d'aller voir un médecin si on a une jambe cassée ou si on a des échographies à passer ou des interprétations à faire, en tout cas sur notre santé. Merci. Toi, tu as des tips, alors, on a de très bonnes réponses ici, du coup, je te demande d'être à la hauteur, s'il te plaît. Ouais, parce que moi, mes tips sont grave. On a ne pas avoir peur de l'ennui, ne pas avoir peur du silence. Oui, non, alors, non, alors moi, je parle beaucoup, mais je me tais aussi beaucoup. Je sais que j'ai du mal à ne rien faire. Donc moi, mon temps un peu de méditation, c'est soit de faire 1 heure de sport, 1 heure de sport où certes, il y a du monde autour de moi, mais je suis dans ma bulle et justement, je me sens bien. Ou parfois, il se trouve que je joue à des jeux pour justement essayer de me concentrer, mais de ne faire rien. Donc j'ai des jeux que des gens de la Gen Z ne connaissent pas, du style Candy Crush. On connaît. Ouais, il y a des bonbons, il y a des trucs, c'est vraiment le monde enchanté. Ou Mario Kart sur téléphone, c'est pas mal. Donc non, mais moi, c'est comme ça, en fait, que je médite, en fait. Alors, certains diront, bah, c'est une fausse méditation parce que je suis sur un écran, je cherche un objectif, un challenge, etc. Mais en fait, je suis vraiment dans ma bulle et ça me fait du bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai ce tips-là. Et le dernier, c'est encore une fois de pas attendre que ça n'aille pas pour aller voir des professionnels de santé. Moi, j'en vois même quand ça va. Et je crois que dans certains pays dans le monde, c'est même gratuit à hauteur de 1 fois dans l'année. De mémoire, je crois qu'en Argentine, c'était le cas. Comme, par exemple, voir le dentiste. Nous, on a... et c'est là où on voit que le physique va au-delà du mental. Nous, on a la consultation gratuite pour aller chez le dentiste. Dans d'autres pays, c'est d'aller voir un psychologue. Donc, je pense qu'en France, si on pouvait faire la même chose, ce serait cool. Et dernière chose, parce que je sais que le temps file, j'entends beaucoup de personnes de mon entourage qui disent « Je vais pas bien, je vais demander à ChatGPT ce que j'ai ». C'est peut-être un teasing sur une autre émission. Mais c'est vrai que c'est... Et Chat, évidemment, il va te dire tout ce que tu as envie d'entendre selon ce que tu promptes. Pour moi, ce n'est pas une solution. L'humain ne peut pas être remplacé. Ouais. Bah non. Et donc, je pense que ce n'est pas une solution pour aller mieux. Et voilà, je voulais juste dire ce petit mot-là. Non, mais t'as raison de le dire. Moi, j'ai déjà parlé à ChatGPT. Oui, je pense que tout le monde l'a déjà fait. J'ai raconté ma vie. Oui. Enfin, voilà, je suis dans une situation, j'ai pas envie de parler à d'autres gens, donc je vais pas aller voir un psy. Ouais.
Et il va te dire: «C'est une excellente chose de faire ça, ça et Oui, ça». c'est Mais ça nourrit l'ego, hein. Enfin, et moi, je le vois avec mes clients, ils me disent: «Oui, j'ai d'abord demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait». Évidemment, je suis pas d'accord avec le chat. Donc, mais voilà, ça peut être, intéressant d'en parler, mais ça dure pas très longtemps. Mmh. Mmh. Non, mais c'est vrai que tu fais très, très bien d'en parler et surtout la génération qui arrive là, elle est très, très ChatGPT, mais vraiment, on a l'impression qu'on ne peut pas se débrouiller dans la vie Ouais. sans lui et ça prend beaucoup de place et ça crée d'autres, après la psychologue est sûrement mieux placée pour en parler, mais ça crée d'autres troubles, de santé mentale forcément, Bien sûr, en de outil plus comme de l'IA. dépendance, plus de faire confiance en fait à un outil, comme tu as dit, qui est généré déjà par des prompts, donc il Mmh. est déjà biaisé par, ce qu'on lui a déjà Bien donné sûr. comme information Mmh. avant et Du ça coup, reste une IA. si je résume, silence, ne pas avoir peur du silence, ne pas avoir peur de l'ennui, jouer à Candy Crush, Non, non, ça, c'est pas Activité Mario physique. activité. Mario Kart, Mohamedou. Toute dernière chose tout de même, je pensais, il faut s'éduquer ou je sais pas comment exactement y arriver, mais en tout cas, il faut essayer de moins en moins avoir peur, de parler, en fait. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est le professeur, qui s'exprime, mais moi, il m'est arrivé d'avoir, devant moi des élèves très, très jeunes, du coup, parce que professeur des écoles, tu as les élèves entre 3 et 11 ans, des élèves de 7, 8, 9, 10 ans qui m'ont, exprimé des pensées suicidaires. Mmh. Voilà, Voilà, c'est, ça veut dire ouais. quelque chose. Mmh. Ça fait 10 ans que je fais ce métier et il y a une espèce d'accélération depuis Oui. quelques années là où ça m'arrive de plus en plus régulièrement d'entendre des élèves avoir ce genre d'idées. Ça n'est pas anodin, ça dit quelque chose de notre société tout entière et pas seulement de nos cultures. Parce que ceux qui se confient à moi, c'est pas forcément ceux qui ne me ressemblent pas. Mmh. Il y a de tout dans le lot. On a Et parlé de communauté, mais effectivement, c'est ça, la santé c'est mentale partout, là, même en c'est France, partout, bien sûr. absolument. Donc vraiment, pour les adultes, être à l'écoute. Mais ça, pour être à l'écoute, il faut se connaître soi-même. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces temps de recul. Parce que si tu te connais pas, tu vas être dans la reproduction, en fait. Et je le sais, parce qu'à l'école, c'est exactement ce qu'on fait. Depuis Mmh. 40 ans, on ne fait que reproduire les inégalités sociales. Parce que justement, l'institution, elle n'a pas ce temps de recul sur elle-même pour regarder ce qu'elle fait de travers. Donc, si tu rentres dans ce métier sans connaître l'historique de ce métier, tu participes à cette reproduction malheureuse. Il faut apprendre à se connaître pour ne pas reproduire ce qui mène aux catastrophes. Et les catastrophes, moi, je les vois arriver depuis quelques années parce que j'entends des élèves qui sont très, très jeunes, qui sont de l'âge de vos petits frères, vos petites sœurs, vos petits cousins, vos petites cousines, qui sont à l'école élémentaire et maternelle, ils sont juste trop petits, en fait. Quoique, ça m'est déjà arrivé Oui. aussi d'entendre de la bouche de parents me dire, mon fils qui a 3 ou 4 ans, il a dit ceci, Mmh. il a essayé de faire cela. Donc, c'est sérieux. La santé mentale, c'est vraiment sérieux. Il faut, s'y attacher, il faut ouvrir grand ses oreilles et il ne faut pas avoir peur de parler et si jamais vous entendez quelque chose, si jamais vous ne vous sentez pas en capacité, de gérer l'information qu'on vous aura donnée, alors de vous tourner vers les instances qui peuvent vous aider, les professionnels de santé. Mais en tout cas, il faut avoir les oreilles grandes ouvertes et ne pas avoir peur d'ouvrir la bouche. Bah, merci beaucoup, pour ces mots. Merci à vous 3 d'avoir accepté, l'invitation, c'est vrai que c'est un sujet, important. Je renvoie aussi les gens vers le documentaire que notre média, il avait fait, qui s'appelle «Santé mentale, des vies en jeu, un système, absent», qui questionne, l'absence, du système. Je voulais finir Excellent. sur cette, sur cette, petite j'ai un article que j'ai lu dans Le Monde hier en préparant, l'émission. «Un Africain peut-il mourir de tristesse?» Ces mots, ils sont pas de moi, ils sont du satiriste kényan Tad Malanda et qui résument un peu, assez bien, je trouve, l'émission, et de ce dont on a parlé aujourd'hui. Il dit, je cite: «Je comprends qu'un homme se pende parce que sa femme l'a quitté, qu'il est sans emploi, que la voisine l'a ensorcelé ou qu'il a été surpris en train d'embrasser sa belle-mère. Mais se suicider parce qu'on souffre de dépression n'est tout simplement pas africain.» C'est ce qu'il écrivait en 2014. Il faut croire, ajoutait-il, que certaines maladies ne frappent que les Wazungu ou la classe moyenne, en somme les blancs ou les riches, ceux qui peuvent se payer le luxe de consulter. Il disait ça de manière humoristique quand l'acteur Robbie Williams s'était donné la mort par suicide et on expliquait qu'en Afrique, les gens ne meurent pas de dépression et lui, il expliquait par la satire que on peut mourir de sorcellerie, de telle ou telle chose, mais jamais par ça. Je trouve que ça résume assez bien tout ce qu'on a pu dire pendant cette émission. Wahiba Baou, psychologue, on peut te suivre sur Instagram. Ouais. C'est ça, Wahiba-BH, C'est si ça. je dis pas de bêtises. Ouais. Mohamedou, professeur des écoles, pareil, on peut te suivre Yes. sur Instagram. Balance pour la balance, Mohamedou le prof, de toute C'est ça. façon, il est connu maintenant, Mohamedou. Et Kadiatou Tapili, avocate, Kad-Tapili, qu'on peut également suivre sur Instagram. Et encore une fois, je vous invite à aller suivre les différentes émissions qu'elle a pu faire et les articles dans lesquels elle a pu témoigner.
Parcours très très inspirant. Absolument. En tout cas, merci encore une fois à vous trois d'avoir été là. C'est difficile de réunir des personnes aussi intéressantes au même moment, à la même heure, au même lieu. Donc merci d'avoir libéré votre temps pour venir et surtout merci beaucoup à Mody Traoré, qui est l'assistant éditorial et qui a chapeauté cette émission. C'est lui qui se charge un peu, c'est mon bras droit vraiment sur le média, qui se charge de mettre en place les invités. Donc merci beaucoup à lui, il fait un travail formidable, futur grand journaliste, on lui souhaite. En tout cas, il est en études, lui aussi, il faut qu'il prenne soin de sa santé mentale, on va le mettre au repos. Parce qu'entre les annulations, les décalages, il en peut plus. Il faisait ça alors qu'il était en train de faire ses partiels en même temps, donc il est temps qu'il prenne soin de sa santé mentale. Absolument. Mais merci en tout cas encore une fois, et on se dit à très vite. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'on finit jamais de creuser quand ça parle de santé mentale. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Ouais, Oui, c'est l'impression que j'ai, donc j'ai bien l'impression qu'il y aura d'autres épisodes. En tout cas, merci à vous et merci à ceux qui nous ont écoutés, suivis, et merci à Creatory Studio qui nous a accueillis pour l'émission du jour.